Par contre, notre différenciation, on a envie de la bâtir sur les services et sur l'expérience client. Et donc, on s'est dit comment on peut arriver à prendre un positionnement un peu différent, beaucoup plus basé sur le service. Et en plus, ça correspondait à ce qu'on voulait faire. Ça m'a tellement structuré et marqué sur le fait que le client était au cœur de notre métier, de notre métier de service. Comment je sors du cadre de mes process et comment finalement je fais un chèque de 650 € à des bons clients, finalement pour qu'ils aillent l'acheter chez mon concurrent, qu'ils le fassent des simloqués et puis qu'ils restent chez SFR parce que, un, c'est des clients fidèles, deux, c'est des clients à valeur et que je leur dois bien ça. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Client, je suis Marine Deck, fondatrice de Lougage. Chez Lougage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises avec des solutions d'assistance client augmentées par l'usage. Avec ma coach, on parle de SaaS, SAV as a Service. On utilise le prêt et la location comme réponse aux multiples ruptures de l'expérience client, panne, vol ou encore échec de livraison. Et justement, pour mettre en lumière toutes ces initiatives, personnes et entreprises incroyables qui ont fait de leur priorité l'expérience client, j'ai décidé de lancer ce podcast, Le Client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Damien Newtens, directeur des opérations et de la relation client chez Butagaz. Butagaz est historiquement connu pour son petit ours bleu qu'on a déjà tous vu, mais c'est surtout un fournisseur multi-énergie et un acteur majeur du gaz liquide et naturel, de l'électricité et des granulés de bois. Alors, ma première remarque, pour être honnête, ça a été de me dire que le gaz, c'est pas hyper sexy comme secteur, mais, sachant que Butagaz pèse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, j'ai vite mis mes idées reçues à la trappe. D'autant plus que pour avoir croisé plusieurs fois Damien en 2020, c'est un homme profondément sympathique avec de réelles convictions qui a été plusieurs fois récompensé pour son travail qui ne se limite pas à son expérience chez Butagaz. Et justement, avec Damien, on a parlé de son expérience chez SFR et du dilemme client généré lorsque Orange avait l'exclusivité sur la commercialisation de l'iPhone. On a évoqué l'étude in vivo menée chez AOL où les collaborateurs se rendaient directement chez les clients pour étudier leurs usages d'Internet. C'est juste impensable maintenant. Et du programme de transformation mené en 9 mois chez Butagaz qui a permis de les faire élire service client de l'année en 2020 et 2021. Bref, c'est dense et c'est transversal, si je puis dire. C'est aussi authentique parce que ce que je demande à mes invités, surtout, c'est de la transparence. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse découvrir ma conversation avec Damien Newtens. Bonne écoute! Bonjour Damien, Bonjour Marine, tu vas bien? écoute, je vais très bien et je suis ravi de commencer cette journée par un échange avec toi. Bah moi aussi, ça me fait très plaisir. Bon, alors, dis-moi, tu es directeur des opérations et de la relation client chez Butagaz. Tout à fait. Vous avez été élu, alors il va falloir que tu m'expliques un truc. Vous avez été élu service client de l'année en 2020 et en 2021? Écoute, oui, alors puisque notre enregistrement passera après la date fatidique du 19 novembre, je peux te révéler en avant-première qu'effectivement nous avons été élus service client de l'année pour l'année 2021. Donc une deuxième année consécutive, ce qui est évidemment un grand motif de fierté pour l'équipe que j'ai le plaisir d'animer. Bon, bah, cool. Et l'année dernière, en 2019, tu as été élu directeur client de l'année par l'Association française de la relation client. Exactement aussi, ce qui est là aussi est un motif de fierté, on va dire c'est évident que ça fait plaisir, c'est une reconnaissance personnelle pour un parcours et puis pour un certain nombre d'actions qui ont pu être entreprises. Et je suis très attaché à la FRC et plus globalement on va dire à la défense de ce très beau métier qui est la relation client et de la filière métier de la relation client en France, qui génère de nombreux emplois, y compris dans des territoires qui parfois ont été désindustrialisés. Donc c'est une filière économique indispensable à notre pays. On est extrêmement attaché à la défendre au sein de la FRC. Hmm. Et tu penses que ça a toujours été le cas, ça? Que c'est cette place importante? Est-ce que c'est récent selon toi? Ou parce que au final, du coup, ça fait 20 ans que tu gravites dans ce secteur-là. Est-ce que pour toi, ça a toujours été le cas? Alors
En termes d'emploi, depuis les années 90, ça devient effectivement un secteur économique majeur. Ça s'est développé avec, le développement des services clients, de la vente à distance. Alors évidemment, il y avait les VP6 avant, hein, qu'on connaît tous, les VP6 du Nord, mais ça s'est beaucoup développé avec, les opérateurs télécoms, tout ce qui est vente de services, notamment, à distance. Hem et le SAV qui allait avec. Après, en termes de re enfin, il y a 2 choses. Il y a l'ampleur économique que ça représente, l'importance économique du secteur et de la filière, et puis après, il y a la reconnaissance qu'elle peut avoir. Et la reconnaissance qu'elle peut avoir est pas toujours d'ailleurs à la hauteur de son importance économique. Je trouve que trop souvent, on associe relation client à je reçois un appel le samedi soir tard depuis une plateforme Mmh. téléphonique qui est en offshore, etc. Bon, on va pas dire que ça n'existe pas, c'est pas vrai, ça existe. En tout cas, ça existait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus encadré et les grands professionnels du métier, les grands outsourceurs, les grands donneurs d'ordre, les grandes marques qui opèrent, le font aujourd'hui avec un certain nombre de règles et de guidelines qui permettent d'éviter d'être trop intrusif et trop insistant. Et c'est important de le faire. Euh, mais on a du coup une filière métier, on a un métier de la relation client qui reste très associé à ça, très associé à ce qu'on appelle à la télévente, alors qu'au final, l'essentiel de l'activité, c'est des gens qui sont derrière un téléphone pour aider des clients dans une situation parfois de difficulté, parfois d'incompréhension, ou tout simplement pour leur apporter une réponse positive à une demande d'offre de service. Donc on est vraiment dans ce qui est l'âme de ce métier et que moi j'apprécie, c'est-à-dire que faut jamais oublier que la traduction en anglais de service client, c'est customer care. Il y a la notion de care et je pense qu'elle est absolument clé. Voilà, je pense qu'elle est absolument clé dans ce métier. On est là pour apporter des solutions, pour prendre soin de la relation qu'a une marque avec ses clients. Et on a des équipes qui font ça extrêmement bien, dans des métiers qui sont pas toujours aussi valorisés que ce qui devrait l'être, parce que on n'a pas cette relation physique en face à face, donc un peu plus à distance. Alors ça change, hein, je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu notamment pendant le Covid, on a eu une vraie reconnaissance de nos clients quand ils étaient en relation avec nos services, avec nos conseils de clientèle. euh, des notes de satisfaction qui étaient vraiment formidables. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience pendant cette période qu'on avait aussi une continuité de service qui était assurée par des gens qui travaillaient parfois dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles hein, chez eux, avec parfois les enfants autour, comme beaucoup. Donc on est en train de faire bouger les lignes, mais voilà, je pense qu'en tout cas d'un point de vue économique pour le pays, pour l'État, comme pour les emplois que l'on génère, comme pour les gens qui ont le plaisir de travailler dans cette filière et à qui on propose aujourd'hui de vrais parcours, c'est important aussi qu'on défende l'image de ces métiers, la relation client. Même si l'expérience client va au-delà de la relation client et de ces métiers de service client, c'est plus large, on y reviendra. En tout cas, ces métiers de la relation client et des personnes qui évoluent dans ces filières sont clés et on y est très attaché. Et chez Butagaz, on y est d'autant plus attaché qu'avec d'autres, on porte un projet de label pour faire reconnaître, hein, c'est les entreprises qui ont fait le choix d'avoir un service client en France, puisque D'accord. au-delà de la proximité supplémentaire que ça nous apporte avec nos clients, la proximité, elle n'est pas que géographique, elle est aussi géographique. Voilà, ça fait partie de notre responsabilité aussi sociétale de dire qu'on développe l'emploi dans les territoires. Ok, très clair Damien. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Parce qu'au final, donc ça fait 20 ans que tu gravites dans cet univers et tu es passé par des très belles entreprises. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors oui, j'ai un parcours qui est varié depuis 20 ans, mais avec finalement un fil conducteur, un fil rouge, qui est le client et la passion du client. Hem, j'ai débuté en conseil sur des missions qui étaient des missions, d'organisation multicanal pour un grand acteur des services en France. Et puis, rapidement, j'ai eu pris on va dire le virus des télécoms. Donc en fait, pendant des années, j'ai évolué sur des fonctions plutôt marketing client, ce qu'on trouvait beaucoup notamment dans les métiers de service, dans les telcos, mais on peut trouver ça aussi dans la banque, dans l'assurance. Donc comment on gère un parc client, comment on développe sa valeur, comment on le fidélise, comment on le retient. Donc déjà des problématiques très en lien avec le client, puis au fur et à mesure, je suis allé sur des métiers aussi plus opérationnels, alors du retail, mais puis par la suite des métiers de la télévente, du service client, ce qui est le cas aujourd'hui, où je gère finalement le customer journey de l'acquisition des clients jusqu'à leur départ. Et, mais finalement, on retrouve ce fil conducteur de la préoccupation du client et de comment on fait pour lui apporter la meilleure expérience possible, que ce soit par une offre, par des process ou par le traitement qu'on opère en aval. Ouais, bah, clairement, parce que ton premier job, j'ai noté, c'est chef de marché pilotage de la valeur client. Ouais.
Donc c'était déjà, déjà, c'est quoi la valeur client? La valeur client, alors souvent dans les industries de services, elle est mesurée par un acronyme anglais qu'on appelle l'ARPU, enfin, qui est finalement le chiffre d'affaires abonné en français. OK. C'était chez AOL, hein, AOL France. Alors c'est marrant parce que quand j'ai rejoint AOL en France en 2003, c'est là où on voit la vitesse à laquelle évoluent les paysages économiques et comment a évolué ce milieu de l'Internet. C'était le deuxième fournisseur d'accès en France après Wanadoo, donc Orange, avec 2,5 millions de clients bas débit. Et donc ma mission à l'époque, c'était finalement de trouver des leviers pour développer le chiffre d'affaires abonné, que ce soit par la vente de services additionnels ou, ce qui a été une grosse partie de mon activité, par la migration de nos clients qui étaient sur des forfaits ce qu'on appelait RTC à l'époque, bas débit, vers les premières offres ADSL. Donc j'ai connu les lancements de la DSL, les offres 128 kilobits qu'on qualifiait de haut débit, le 512 kilobits de très haut débit, puis après le 1024, le 2048, puis aujourd'hui on va connaître de la fibre à 10 gigas. Donc ça a été une aventure à la fois client formidable. On a fait basculer des centaines de milliers de clients vers la DSL, donc, et pour le coup avec une proposition de valeur qui changeait leur quotidien quand ils basculaient sur du haut débit. Et puis incroyable aventure dans les telcos où on a vécu les années 2003, il y a 2002-2006 où il y a eu des bouleversements sur la partie fixe. Moi, j'ai vécu les premières box, le passage sur la téléphonie illimitée en IP, voilà, la télé aussi par IP qui allait avec les box. Donc, des vraies ruptures technologiques qui avaient un vrai impact sur le quotidien des clients. Et j'ai reconnu ça par la suite chez SFR quand on a mis sur le marché l'iPhone, les nouveaux terminaux sous Android, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment boosté la partie Internet en mobilité. Et c'est hyper intéressant de le vivre de l'intérieur, de le vivre avec ce côté, cette casquette opérateur télécom, parce qu'on voit à quel point ça modifie les usages des clients au quotidien, comment ça modifie leur fonctionnement, comment ça crée des possibilités nouvelles de business, comment ça crée déjà à l'époque des possibilités de télétravail. Je me souviens que chez AOL, j'avais créé une offre qui s'appelait AOL Nomade, hein, qui permettait, quand on avait un abonnement ADSL, d'avoir où on voulait en France un accès pour le coup en bas débit, en illimité à Internet, avec un petit boîtier. Voilà, c'était les prémices finalement de ce qui ont été après les clés 3G, etc. Donc je peux presque dire que j'ai créé la première offre d'Internet en mobilité en France. Voilà, donc c'est des trucs très marrants et où la techno amène des solutions et puis bah, c'est aux marketeurs d'aller trouver une proposition de valeur derrière et puis en aval au service client, il faut savoir gérer ça. Ça veut dire des incidences, ça veut dire des procédures à mettre en place. Donc moi, ça a été des années absolument passionnantes. Voilà, j'ai eu un début de carrière qui a été absolument passionnant. J'ai eu de la chance de vivre cette période 2003-2006. On n'était pas forcément les pionniers sur le marché français, hein. Free, elle l'animait déjà beaucoup. Orange Mmh. avait été en position de force, mais AOL était une entreprise assez fascinante par beaucoup d'aspects, notamment par sa culture client, boîte américaine. Donc Mmh. forcément une culture client chevillée au corps, une des premières entreprises en France à suivre le fameux NPS, le Net Promoter Score, donc le taux D'accord. de recommandation. Et puis des initiatives sur lesquelles on pourra revenir, mais enfin, j'ai sans doute vécu une des plus belles aventures d'expérience collaborateur, expérience client qu'on puisse vivre en allant faire une étude in vivo chez les clients, en fait, comme tous les collaborateurs de l'entreprise. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était chevillé au corps. Quand on arrivait dans l'entreprise, dans le parcours initiatique, on allait passer une journée au service client et on prenait des appels. Voilà, et je pense qu'ils avaient tout compris là-dessus. D'ailleurs, c'était pas des customers qu'on avait, c'était des members, des membres, hein. Mmh. C'était vraiment une entreprise extraordinaire par cette culture client très américaine. Et justement, est-ce que tu peux nous parler comme ça, en fait, on va greffer, ces fameux projets que tu as, Ouais, préféré, gérer et déployer au cours de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de cette étude in vivo chez les clients, du coup, que vous avez ouais. fait chez AOL? Alors cette étude in vivo, c'est quelque chose que j'ai jamais revécu par la suite et qui était vraiment unique. C'est-à-dire que tous les collaborateurs d'AOL en France, en binôme, alors, se rendaient chez des clients qui avaient été pas présélectionnés, en tout cas avec qui on avait pris rendez-vous, pour passer Mmh. pour réaliser des entretiens, au-delà des entretiens qui sont des entretiens de type d'études, hein, tout a été chapeauté par un institut d'études. Ce qui était passionnant, c'était justement de voir
l'utilisation d'internet dans leur quotidien. Et donc on s'est retrouvé, moi j'étais en binôme avec ma responsable RH de l'époque, on s'est retrouvé dans des appartements étudiants de 15 mètres carrés où c'était pas toujours facile Non d'entrer, mais trouver une place pour y entrer, comme un hôtel particulier dans le 16e, où j'ai le souvenir voilà, d'une famille à Montreuil qui nous avait accueillis avec un plateau énorme de cornes de gazelle. C'est une expérience incroyable. Quand aujourd'hui on parle de développer la culture client, genre, je voyais encore une étude de McKinsey la semaine passée qui disait que c'était la clé de la transfo client et je crois beaucoup à ça. Alors on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que tous les collaborateurs, quelle que soit leur fonction, qui vont réaliser une dizaine d'entretiens en binôme avec des clients, on va dire in situ, chez eux, dans la vraie vie, voir où est leur ordinateur, comment ils se connectent, à quoi, ce qu'ils regardent sur Internet. Vraiment absolument génial comme expérience, à chaque fois avec un accueil client qui a été extraordinaire. Et ça m'a profondément marqué. C'est-à-dire que quand on a encore aujourd'hui des entreprises qui se posent la question de comment mettre le client au centre, comment l'associer sur du post-test de produits, de services, sur de la co-conception, bah là, voilà. Et c'était 2004, hein. Voilà. Donc, vivre non mais ça, c'est clair. ça m'a mais tellement structuré et marqué sur le fait que le client était au cœur de notre métier, de notre métier de service et de notre métier de notre proposition de valeur. C'est-à-dire, voilà, quand on a vécu ça, derrière, on a du mal à part le projeter ou le reproduire. Alors, à défaut de faire du in vivo chez un opérateur comme SFR, on faisait quand même beaucoup de focus group. Je retrouvais Mmh. un peu cette dimension-là, même si c'était forcément un peu moins riche. Mais quelle aventure, vraiment. Enfin, toute une entreprise, c'est à l'époque, donc, toute l'entreprise du siège, donc à l'époque, on devait être, je pense, autour de 400 collaborateurs. Euh, 400 collaborateurs en binôme qui vont faire des entretiens clients, qui les restituent, qui en tirent des insights, ce qu'on appelle marketing, hein, voilà, des éléments sur lesquels on pouvait s'appuyer pour développer notre proposition de valeur. Formidable, vraiment une expérience extrêmement structurante culturellement. Pour un marketeur, je pense que c'est un peu le Graal de vivre ça. Mmh. Ouais, c'était génial. Ouais, c'était vraiment génial. Et j'encourage d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent, si un jour ils ont l'opportunité, à déployer ce type d'initiative quand c'est pertinent dans leur business. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle du vie ma vie. Mais là, c'était voilà, à un niveau, à une échelle incroyable. Je vais juste dire là-dessus qu'on avait aussi un patron que j'ai toujours trouvé extrêmement inspirant, qui est Stéphane Trépos, qui est aujourd'hui à la tête de Sarenza et qui avait cette vision client, alors qui n'a pas sans doute pu faire ce qu'il aurait voulu chez AOL, hein, avec un actionnaire américain, un marché américain très spécifique sur l'accès Internet, le câble, pour qui les réalités du marché européen étaient un peu lointaines. Mais voilà, Stéphane là-dessus avait une vraie vision. Lui, Charles Lorenzi, qui était le patron du marketing à l'époque chez AOL, des gens qui avaient une vraie culture client, une vraie vision client, qui étaient passés eux aussi par des entreprises américaines avant AOL. Voilà, projet passionnant. Et comment vous en êtes arrivé là? C'est qui du enfin, au sein de l'entreprise, qui a initié ce projet? Et écoute, je pense que c'est sous l'impulsion de Stéphane. Alors peut-être que l'idée lui avait été soufflée, notamment par nos équipes Mmh. études. Bon, ça fait 17 ans que j'ai plus forcément tout le détail, mais oui, il y a eu une impulsion très forte de la direction générale, et je pense que c'est là où on voit que ces sujets de transfo client, on dit souvent, on me pose souvent la question, est-ce que ça vient du top management ou est-ce que ça vient finalement, est-ce que c'est culturel et c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être embarqué? En fait, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire que évidemment que la culture client, elle passe par une transformation globale de l'entreprise et que le client doit être l'affaire de tous, c'est une évidence, y compris des gens qui travaillent à la comptabilité, aux ressources humaines. Mais au final, s'il n'y a pas une impulsion managériale extrêmement forte en amont, Mmh. ce que j'ai pu aussi par la suite connaître là chez Butagas, par exemple, avec un CEO, Emmanuel Trivin, qui est très investi sur ces sujets, euh, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que ça fonctionne pas dans la durée. Ça demande du temps, de la constance, de la récurrence de se transformer pour être, on va dire, customer centric, pour reprendre un terme à la mode, centré client. Mais pour qu'on puisse tenir ses engagements sur la durée, qu'on puisse mener des chantiers sur la durée, ça suppose cette impulsion managériale, cette vision managériale du top management. Et on l'avait chez AOL. Mmh. Et parce que du coup, une fois que ça a été impulsé, tous les collaborateurs étaient OK pour aller passer, des journées ou quelques heures, chez des clients? Alors écoute, je sais plus te dire si c'était obligatoire. Je pense que ça l'était, pour être honnête, hein. Mais de toute Mmh. façon, la question s'est jamais posée. Alors te dire que personne, enfin que tout le monde y allait sans appréhension, c'est pas vrai, hein. Même moi le premier, à l'époque, j'avais 25 ans. Mmh.
bon, te retrouver dans la première fois, tu as un petit peu la boule au ventre, mais qu'est-ce que c'est génial, hein. Je veux dire, enfin, pour moi, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues. Donc au final, je pense que les après, alors déjà tout était extrêmement bien structuré avec des guides Mmh. d'entretien préparés. On n'était pas lâché dans la nature sans rien, hein. Tout ça avait été extrêmement bien structuré par un institut d'études qui nous accompagnait. Mais une fois que tu as passé le premier, tu trouves ça tellement canon que voilà, je pense que tout le monde était hyper embarqué et qu'il y a personne n'a pas voulu ne pas y aller. Tout le monde a trouvé ça extraordinaire en fait. Je pense que c'est une aventure, tu le vis peut-être une fois dans ta carrière au final. J'espère le revivre, peut-être que j'impulserai un jour là où je serai. Mais, voilà, c'est vrai que en tout cas, jusqu'ici, je l'ai vécu qu'une fois et j'ai trouvé ça absolument incroyable. En tout cas, sur Mmh. cette ampleur, sur cette ampleur de capacité à embarquer la totalité de l'entreprise. Ouais, clairement. Et donc du coup, vous en avez vraiment tiré, des conclusions intéressantes qui vous ont aidé pour la suite? Ouais, alors, oui, franchement oui, on en a sorti une feuille de route en termes de développement produit, développement offre qui était vraiment passionnante. Alors après qui s'est fait percuter par la réalité, Bien par sûr. des réalités économiques, ce que je disais tout à l'heure, le fait que, AOL était pas forcément, dans une situation de marché extrêmement favorable en France parce que là on avait, un actionnaire américain qui voilà, quand tu vends du câble à 90 par mois, t'as un peu du mal à suivre un Xavier Niel qui vient de te vendre de la DSL à 30 euros, quoi. Donc Mmh. on a eu un peu ce dilemme, on n'a pas investi dans un réseau. Or, on voit que les opérateurs télécoms qui sont restés sur le marché, ce sont ceux qui ont investi dans l'infrastructure à l'époque. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils vont sur de nouveaux modèles, mais à l'époque, ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient un réseau. Voilà, donc donc rapidement, on a été percuté par des réalités économiques, par un plan social, par la revente par la suite d'AOL à Neuf Télécom. Moi, j'en suis parti avant cette revente pour rejoindre SFR. Donc, mais franchement, on avait bâti une feuille de route qui était vraiment extraordinaire en partant de ces insights. On n'a juste pas eu le temps et la capacité à la Mmh. mettre en œuvre derrière, mais ça remet pas en cause la démarche qui était vraiment très chouette. Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et donc justement, dis-moi, après tu es arrivée chez SFR. Enfin, tu pas tout de suite arrivée chez SFR? Si, SFR est venu me chercher chez AOL, est venu me chasser, comme on dit, Mmh. chez AOL. Donc, moi, j'ai plein de collègues qui ont fait la case AOL, Neuf Télécom, puis Neuf Télécom SFR quand SFR a racheté Neuf Télécom. Eh oui. Je suis parti directement chez SFR pour travailler sur des sujets là aussi clients, très en lien avec ce que j'avais fait précédemment, autour de la valeur client, autour beaucoup aussi de la fidélisation. À l'époque, chez les opérateurs télécoms, quand je suis arrivé chez SFR en 2006, pour résilier, il fallait envoyer un courrier de résiliation un mois avant, machin, etc. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé le développement de la portabilité du numéro. Donc, le fait de pouvoir Mmh. changer d'opérateur en gardant son numéro de manière plus fluide. Ça nous amenait à remettre en cause aussi ces fonctionnements et à développer d'autres modèles de fidélisation. On était finalement dans des logiques de fidélisation, on mettait beaucoup de barrières à la sortie plutôt que de créer de l'adhésion réelle, ce qu'on appelle du switching cost en termes marketing. Bon, c'est des sujets qui prennent du temps, qu'on a beaucoup travaillé. On avait un sujet de résiliation, de churn aussi, et donc on a décidé, j'ai beaucoup porté ce projet, de passer sur un process de résiliation beaucoup plus fluide par téléphone. Donc quand tu veux résilier, tu appelles ton opérateur, tu dis que tu veux partir. C'est toujours mieux de l'avoir et d'avoir une occasion d'échanger avec lui, d'échanger avec ton client en tout cas, et d'essayer de lui faire une proposition pour le retenir quand c'est possible, plutôt que de le laisser partir à la concurrence sans même le voir passer, parce que c'est ça la portabilité, c'est qu'un jour on te dit, ben, le numéro 06XXX, il est plus chez vous, il est chez Bouygues, chez Free, chez Orange. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, donc ça a été un premier pied dans la porte dans les sujets de la relation client parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup avec les équipes service client qui animaient ces processus qui géraient ces processus de résiliation. Je mettais en place les offres les offres, ce qu'on appelle de rétention, donc de fidélisation. Je mettais en place les cellules avec le service client pour traiter ces clients. Voilà, c'était une expérience aussi, là aussi, assez passionnante, parce que finalement, c'était vraiment créer de A à Z un nouveau process qui a complètement changé la manière dont on gérait un moment douloureux de notre parcours client, qui était le moment où le client souhaitait nous quitter. Voilà. Mais c'est clair parce qu'au final, du coup, vous faisiez de la rétention, mais parce que, légalement, vous aviez mis, les bons termes qu'il fallait, pour, dire que les clients ne pouvaient pas partir comme ça du jour au lendemain et donc qu'effectivement, ils étaient retenus par contrainte et Ouais. non pas, parce qu'ils avaient réellement et profondément envie de rester chez vous. Alors, tu avais 2 choses, c'est qu'à l'époque, tu avais pas comme c'est le cas aujourd'hui, des offres sans engagement. Donc effectivement, on avait un engagement minimum de 12 à 24 mois sur les contrats. Donc c'était une première énorme barrière à la résiliation. Mais pour autant, à l'issue de ces périodes d'engagement, effectivement, le client pouvait nous quitter. Et le fait de complexifier le process, on le voit aujourd'hui, sans citer de nom, avec certains acteurs de la pay TV où résilier est toujours quelque chose de très compliqué, parce qu'ils ont, Mmh. de l'évolution sur les lois conso, il y a toujours eu un amendement qui les a préservés, qui les a préservés.
sur les process de résiliation. Mais voilà, donc on voit bien que quand on a tendance à louper la fenêtre de tir, et cetera. Donc, on a changé le modèle en disant, voilà, maintenant qu'on a de la portabilité, le sujet, c'est de toute façon, un, comment on crée de la fidélisation sur la durée, deux, quand les clients veulent nous quitter, essayons de discuter avec eux plutôt que de nous contenter d'avoir un récépissé d'un opérateur concurrent qui nous dit que le client est parti. Mais derrière, ça tire de plein de choses sur les process, sur les offres qu'on peut faire, sur la générosité, en fonction de la valeur client aussi, de comment on distribue de la promotion, qu'est-ce qu'on peut faire sur la partie mobile. Souvent, le sujet, un des principaux facteurs de résiliation dans les télécoms à l'époque, c'était le changement de mobile. Il y a un nouveau mobile qui Mmh. sort, comment je fais pour l'avoir le moins cher possible? Ah bah tiens, si je résilie SFR ou Orange, je l'ai peut-être moins cher chez le concurrent en tant que nouveau client. Donc tout ça, c'est des paradigmes qu'il a fallu changer avec des enjeux économiques extrêmement forts. Les opérateurs ont des bases clients, on parle de plusieurs, à l'époque SFR sur la partie grand public, c'était à mon avis de mémoire, c'était plus de 12 millions de clients. Donc le moins de changements que tu peux être amené à faire sur tes process, sur tes offres, c'est traduit par des impacts économiques qui sont colossaux en réalité. Et c'est ça qui Mmh. peut créer une forme d'inertie. Et pour autant, on avait la capacité à penser out of the box. Dans les projets moi, qui m'ont beaucoup marqué et structuré, Mmh. notamment chez SFR, il y a un cas qui me revient souvent à l'esprit quand je parle à mes équipes de dire comment on peut penser en dehors du process. Comment on peut arriver à amener de la valeur à nos clients de manière un peu pertinente et pragmatique. Ce projet, moi, qui m'a marqué, cette période qui m'a marqué, quand l'iPhone est arrivé sur le marché français, Orange a eu une exclusivité de distribution pendant une longue période. Euh, C'était 5 ans, je crois, c'était ça qui Ouais, était alors c'était prévu. 5 ans, mais après légalement ça a été cassé que ça. Mais en tout cas, il y a eu plus d'un an pendant lequel Orange était en exclusivité. Et on a eu une problématique marketing pour le coup majeure, qui était que nos meilleurs clients, en tout cas nos meilleurs clients, en tout cas des clients qui avaient une très forte consommation chez nous. Je pense par exemple à des agences de com, à des professions libérales, à des influenceurs, déjà, même si on utilisait moins le terme à l'époque, etc., Mmh. avait cette côté, je veux absolument l'iPhone quand il sort, etc. Et donc pouvait être amené, alors qu'ils étaient chez nous depuis des années avec des factures qui étaient très élevées, à nous quitter pour avoir un produit qu'on n'avait pas. Donc là, on est vraiment dans la notion de l'exclusivité produit qui fait la différence, la puissance de la marque Apple, le design, Steve Jobs à l'époque, etc. Et là-dessus, on était quand même assez démunis parce que effectivement, on était très exposé sur cette clause d'exclusivité dont bénéficiait Orange et qu'ils avaient parfaitement négocié, hein. Et donc, ce qu'on a été amené à faire, parce que maintenant, à force tu vois tes clients partir, certains qui avaient peut-être 1000 à 2000 euros de facture par mois. On se parlait de ça à Ouais. l'époque, parce qu'on n'était pas sur les Et fourchettes. vous avez quantifié à peu près le nombre de clients qui étaient partis? Enfin, quel était l'impact chez vous? Ou Ouais, c'était ouais. pour vous prémunir du coup de ce qui pouvait se passer? Parce que du coup, la clause d'exclus était pour 5 ans et du coup, en vous disant, bah, déjà en un an, ils ont vendu 600 000 iPhones, ça a représenté tant de pertes chez nous et du coup, s'ils continuent à le faire pendant 4 autres années, Bah, ça va oui, vraiment nous mettre dans l'embarras, quoi. je te confirme. Et puis encore, oui, on l'avait évidemment monitoré l'impact, et il a été même plus rapide que ce qu'on imaginait, comme souvent avec Apple, notamment à cette époque-là. Il y avait 2 sujets, c'était un sujet volume et un sujet valeur. C'est-à-dire qu'en plus, tu perdais davantage en part de marché valeur qu'en part de marché volume. Donc on a été très attaqué, Mmh. et donc à un moment donné, on s'est dit: «C'est pas possible», et on a conçu un process qui était assez génial. Alors je crois que Orange j'étais pas très content sur le coup, mais moi, en termes de market, ça m'a beaucoup amusé. Heu, quand les clients nous appelaient, alors certains segments clients, on pouvait pas le faire sur tout le monde, mais quand certains clients nous appelaient en nous disant: «Bah, écoutez, je suis désolé, je suis ravi, d'être chez SFR depuis des années, mais vous avez pas l'iPhone, je pars chez Orange». Sur certains clients, on a été amené à leur proposer d'aller chez Orange, de prendre un iPhone avec une carte prépayée, de le faire désim-loquer et Mmh. de leur rembourser l'iPhone avec la carte désim-loquée. Et je trouve ça assez génial. C'est-à-dire, à un moment donné, quand une entreprise comme SFR, qui était quand même qui était déjà grosse, hein, a la capacité à un moment donné de se dire: comment je sors du cadre de mes process et comment finalement je fais un chèque de 650 euros, parce que c'était à peu près ça dont on se parlait, à des bons clients, parce que j'ai pas le produit, bah finalement pour qu'ils aillent l'acheter chez mon concurrent, qu'ils le fassent des simloqués et puis qu'ils restent chez SFR parce que, un, c'est des clients fidèles, deux, c'est des clients à valeur et que je leur dois bien ça. Et ça a été assez génial et on en a fait quand même plusieurs milliers. Je peux pas dire le chiffre exact, hein, je Ouais. le connais mais je peux pas le dire. Voilà, en tout cas c'est plus proche de 10 000 que 200 quoi. Voilà, donc c'est pas négligeable, et surtout c'est d'autant moins négligeable sur la cible sur laquelle on l'avait focalisé. Alors encore une fois, on n'était pas sur 500 000 clients ou 1 million, mais c'est une démarche que j'ai trouvé extrêmement puissante de dire comment je réagis, je me donne les moyens de réagir. Alors après, on avait la puissance aussi économique de le faire, etc. Mais c'est ça, et si on avait regardé les choses un peu
on va dire, simplement, bah, on aurait continué à regarder à passer les trains, on aurait sans doute attendu, d'avoir la fin de l'exclusivité qui est tombée, peu de temps après. Mais voilà, pendant, ça nous a permis de contrer pendant un temps, des pertes de valeur très importantes. Et donc là aussi, c'est extrêmement puissant de jusqu'où ça tire la question de jusqu'où on est prêt à aller pour garder un client. Alors évidemment, ça pose la question, elle repose aussi sur des éléments économiques en fonction de sa Bien valeur, sûr. en fonction de sa fidélité, de sa projection de ce qu'on appelle le lifetime, de ce qu'on projette comme étant la période pendant laquelle il va encore rester chez nous, etc. Donc il y a du rationnel économique. Et puis il y a Mmh. aussi à un moment donné, un peu la volonté de l'entreprise de dire, on arrête aussi, de baisser la tête et de voir nos clients partir, on réagit. Je trouve ça extrêmement puissant. J'ai revécu ça chez SFR d'ailleurs, peu de temps après l'arrivée de Free. On a pris l'impact et puis il y a une période où on est reparti commercialement de manière assez agressive, notamment avec les offres Red by SFR qu'on poussait beaucoup et avec la volonté de récupérer une partie de notre parc client. Donc voilà, c'est des périodes où à un moment on est un peu déstabilisé, ça fait partie de la vie, de la concurrence, qui est saine, de la concurrence économique, parce que cette concurrence, elle amène les entreprises à aller plus loin au service des clients. Mais voilà, comment je réagis et j'ai la capacité d'exécution. Et puis, pour l'anecdote, quelques mois après, j'ai eu la chance, hein, avec une collègue du marketing, de piloter le lancement de l'iPhone chez SFR, ce qui là aussi a été un projet absolument fabuleux. Donc on a pris un peu notre revanche sur le sujet et Mmh. en refaçonnant, bah, les offres, les forfaits internet illimités enfin pas illimités encore à l'époque, qu'on pouvait proposer, les forfaits illimitix. Où à l'époque on avait 250 à 400 mégas d'internet entre les c'était déjà pas mal parce que ça nous coûtait assez cher à nous opérateurs. Et puis ouais, et puis expérience aussi géniale parce que travail en mode commando, on a travaillé, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie sur une période courte, sur 3-4 mois. On avait dealé en décembre avec Cupertino, on avait lancé l'iPhone Mmh. début mars. Je pense que j'ai 3 mois, les 3 mois de ma vie où on n'a pas vu le jour, mais génial en termes d'engagement d'équipe. Et pareil, là aussi, c'est moi ce que je retiens de cette période-là, c'est l'importance de l'engagement des collaborateurs dans la qualité d'exécution finale. On voit que quand les équipes sont dedans, sont motivées, ont un projet, ont envie d'y aller, ont envie aussi de rentrer dans ce jeu concurrentiel, ont envie de livrer quelque chose de qualité. C'était une grande force de SFR d'ailleurs, c'est sa capacité d'exécution une fois que la décision a été prise. Et en 3 mois, on a lancé quelque chose qui était vraiment très abouti, qu'on est arrivé sur le marché. Je pense vraiment qu'on avait pour le coup la meilleure proposition de valeur sur l'iPhone en termes Mmh. d'applications qu'on fournissait, comme la télé sur laquelle on était assez pionnier, le Wi-Fi qui était facilement connectable, etc. Voilà, on avait un écosystème et des forfaits. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, on parlait tout à l'heure de comment, finalement, sur la partie fidélisation, comment je peux être amené à sortir du cadre et jusqu'où je peux aller pour garder les clients. J'ai vécu quelques mois après ce côté un peu corpo, quoi. Comment toute l'entreprise avance sur un seul but et de manière sur une priorité qui est extrêmement claire pour délivrer. Et quand tu arrives, alors cet alignement de planète, engagement, priorité de l'entreprise très clair, tu as une puissance de frappe qui est incommensurable en termes d'efficacité. Mmh et bah, top, ça me fait un peu penser à à la vie d'un entrepreneur, tu vois? Où tu te prends des gros coups, dans la face et où du coup, bah, comment tu rebondis et comment tu te remets en question, mais profondément quoi, plus qu'en surface. Ouais, ce qu'on appelle le pivot pour les startups, en fait, et Mmh. cette capacité à tenir compte finalement d'un échec ou d'un pseudo-échec, heu, Mmh. pour rebasculer, hein, le fameux try, fail, fix ou try, fail, fail better, et cetera. Mais je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que on a l'habitude d'être régulièrement interrogé sur nos réussites, et cetera, sur les projets qu'on a bien menés. Et c'est vrai que c'est tant mieux. Enfin, sincèrement, heureusement qu'on a des projets qui se passent bien. C'est aussi bon pour l'ego. Alors l'ego qui soit personnel ou collectif, hein, l'ego de l'équipe, de Mmh. l'entreprise, et cetera. Mais moi, je suis à peu près convaincu qu'on apprend beaucoup plus de ces échecs ou de ces non-réussites en tout cas, parce que c'est pas toujours des échecs, mais ça peut être aussi des choses qu'on ne réussit pas complètement, que de ces succès. Les succès, Ah finalement, on bah, ouais. capitalise dessus, mais les échecs, ils nous remettent en question sur plein de dimensions, notre manière de manager, notre manière de fonctionner, le sens des priorités. Souvent, on se perd parce on court trop de priorités à la fois. Donc, comment on se refocus, comment on resserre sur un ou une ou deux priorités et on embarque les équipes sur ce sujet-là. Je pense que ça, c'est des sujets vraiment importants pour des gens, justement, que tu parlais d'entrepreneurs qui montent leur entreprise, etc. On peut avoir la tentation de vouloir mener trop de fronts en simultané. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une erreur. C'est plutôt une stratégie de petits pas, d'aller vite sur le marché, du MVP, comment j'ajuste en fonction des premiers retours. Voilà. Comment, à un moment donné, je regarde cette culture agile et comment j'accepte que l'échec soit pas une fatalité, mais un enseignement en soi. Et ça, je pense que c'est Mmh. extrêmement important. Extrêmement important. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, je Et, pense et- que
Vas-y. Non, mais non, excuse-moi, mais ce qui suppose aussi d'être dans des cultures entreprises qui autorisent l'échec. Pas toujours le cas, hein, je pense que là-dessus, les choses ont beaucoup évolué mais dans les grandes entreprises, ça a quand même toujours été aussi un sujet. C'est-à-dire que les avancements de carrière, la reconnaissance interne, et cetera, faisaient qu'à un moment donné, on a beaucoup poussé des modèles de, good boy, qui étaient, dans la ligne du parti, qui prenaient pas beaucoup de risques, donc globalement qui délivraient ce qu'on demandait. Je pense que c'est des choses Mmh. qui sont en train beaucoup de beaucoup changer. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience que dans un univers qui bouge de manière incroyable et tous les jours, beaucoup plus qu'à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était même, tu vois, j'ai l'impression de. C'était il y a 10 ans, quoi. 10, quand il y a 10-15 ans, Mmh. on était quand même sur des univers concurrentiels qui étaient malgré tout un peu plus figés. Aujourd'hui, on est quand même dans des choses qui sont bouleversées tous les jours. Les attentes des clients, elles sont bouleversées tous les jours par ce qu'ils vivent. Parce qu'ils ne te comparent pas au sein de ton secteur, ils te comparent par rapport à ce qu'ils vivent avec d'autres marques. Voilà. Et on sent que du coup, pour aller dans ce bouillonnement, pour garder une agilité, je pense que les entreprises sont en train d'évoluer là-dessus, y compris les plus grandes entreprises, pour donner plus de place à l'initiative, et y compris du coup, si tu laisses de la place à l'initiative, à la possibilité que ça ne fonctionne pas. Mais j'espère sincèrement parce que, tu vois, ce profil de good boy, good girl, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui se mettent à leur compte et du coup, où les entreprises perdent cette potentielle valeur en interne d'avoir des gens qui pensent différemment parce qu'en fait, ces personnes-là se disent qu'elles ne vont pas être écoutées au sein de l'entreprise et du coup, elles décident de partir alors qu'en soi, ce serait tellement plus intéressant si ces deux profils pouvaient matcher et accorder leur violon pour travailler et aller plus loin ensemble, quoi. Parce qu'on en a besoin de ces gens-là. On a probablement besoin des good boys et des good girls, aucun problème, mais aussi de ces profils un peu disruptifs pour faire avancer l'entreprise, quoi. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi, et après ça renvoie, je pense, à une autre notion qui est très importante sur nos sujets clients, qui est la notion de temps. Je pense qu'en réalité, ce qui fait que notamment dans les grands groupes, il y a eu peu de place laissée à ces initiatives, à ces projets perso. Moi, j'ai toujours en tête Google qui laisse une partie du temps libre à ses collaborateurs pour travailler sur des projets en réseau avec d'autres collaborateurs de l'entreprise, etc. Ce qui fait qu'on laisse peu de latitude là-dessus, ou en tout cas on a peu laissé de latitude là-dessus. Encore une fois, c'est l'horizon temps, et on voit que malheureusement, on a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui quand même stretchées par leurs actionnaires, par les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis des marchés en termes de croissance d'actions, de dividendes, par des horizons de temps qui sont extrêmement courts. Donc, quand tu es sur un horizon de temps qui est extrêmement court, c'est compliqué, de prendre des risques, parce que du coup, tu préfères faire un peu moins bien potentiellement en performance en levier, mais rationaliser le risque. Et deux, finalement, ouais, tu sécurises tu sécurises ce que tu délivres, quoi, et tu te laisses pas la possibilité d'aller, prendre un risque qui portera ses fruits dans 2 ans, 3 ans. Et c'est pareil sur les sujets clients. C'est-à-dire que les sujets, on veut être customer centric, on va avoir la meilleure expérience client du marché, on veut se différencier par l'expérience client. Ça prend du temps, en fait. Il y a pas de baguette magique. Il y a des fondamentaux qu'on peut traiter vite. On reviendra sur le cas de Butagaz, mais il y a des choses qu'on a très vite gérées, entre guillemets, à des choses relativement basiques et simples, vraiment des fondations. Après, des choses comme les postures relationnelles, comme vraiment le fait que dans l'entreprise, le client soit vraiment au centre, c'est-à-dire qu'on adapte et qu'on crée des produits, les process, pour qu'il soit au centre et pas qu'on lui fasse vivre notre complexité interne. C'est des sujets qui mettent du temps, et il faut arriver à hacker cet horizon de temps. Voilà, il faut arriver à hacker cet horizon de temps, à se projeter à 3, 4 ans finalement pour récolter les fruits de ce qu'on fait. C'est pas toujours simple selon les organisations, selon les modes d'organisation. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir des entreprises qui se projettent davantage. Je pense beaucoup à la Maïf, qui est souvent un exemple Mm. en termes d'expérience client, et voilà, qui délivre quelque chose d'extrêmement solide. Je parle de temps en temps avec Christine Maté-Catala, qui est la DG en charge des abonnés. Moi, je suis admiratif de ce que délivre la Maïf. Mais c'est vrai que la Maïf a cette force de pouvoir se projeter sur la durée, avec un système aussi un système économique et capitalistique qui est différent de celui d'un Butagaz, d'un AXA, d'un SFR. Donc ça renvoie beaucoup à cette notion de ratio risque, temps, engagement économique. Voilà. Et je pense que le grand challenge aujourd'hui des top managers, des CEO dans les entreprises, c'est arriver à démontrer que la croissance n'est durable qu'en prenant certains chemins, en laissant un peu de risque, en mettant le client au centre. Je pense que le Covid les aide et nous aide à aller dans cette trajectoire-là. Mais à mon avis, c'est ce qui a expliqué pendant longtemps que les entreprises pouvaient être relativement frileuses à laisser cette marge de manœuvre, en fait.
Ouais, mais c'est fou parce que c'est ces entreprises-là qui ont les reins les plus solides, pour se permettre d'avoir du temps, tu vois? Je me dis, à titre de comparatif, moi, j'ai pas le temps d'avoir le temps. Enfin, j'ai pas les moyens d'avoir le temps. Mais alors pourquoi ces grandes entreprises, elles estiment qu'elles n'ont pas le temps, de prendre le temps? Mais parce que souvent, c'est celles aussi qui ont le plus d'engagement économique pris vis-à-vis de leurs actionnaires. Souvent, elles sont cotées ou proches de l'être et ont des fonds qui réclament de la rentabilité court terme. Il faut dire ce qui est. Après, aujourd'hui, ça change aussi là-dessus. On voit des fonds de pension américains qui commencent à avoir des stratégies d'investissement beaucoup plus durables, au-delà même du durable au sens RSE, Green, Green, etc. On voit qu'il y a quand même une projection de l'horizon temps des fonds de pension qui commencent à lever le doigt en disant attention, nous on veut quand même, on investit chez vous sur la durée. Ce qu'on veut, c'est avoir du rendement sur la durée et pas avoir du rendement dans un an et puis que le truc se casse la figure dans un an. Mais ça tire beaucoup de sujets, ça tire la capacité des entreprises à se transformer quand elles sont encore en situation de le faire. On parlait de SFR tout à l'heure. Moi, c'est une entreprise que j'ai adoré. J'ai adoré y travailler. On a l'impression qu'on les connaît depuis toujours. Au final, SFR s'est créé en 95. Donc, moi, je suis arrivé en 2006. L'entreprise avait 11 ans. J'avais Mmh. oublié que SFR a été rentable en 2005, donc 10 ans après sa création. Alors rentable, chaque année, elle avait dégagé de la rentabilité, mais en tout cas, elle a fait la repasse sur ses investissements, notamment réseau, 10 ans après son lancement. Et finalement, l'arrivée de Free, qui quand même déstabilise pas mal le marché, hein, c'est 2011. Donc c'est toujours intéressant, et elle a eu une fenêtre finalement dans laquelle, quand je suis allé en 2006, effectivement, SFR avait des marges confortables, avait un business qui fonctionnait bien, le taux de pénétration des clients équipés en mobile n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire supérieur à 100%, donc il y avait encore de la croissance, Mmh. y compris sur le mobile. Donc c'était un univers assez passionnant, mais c'est vrai qu'on aurait sans doute dû profiter de cette période à partir de 2008-2009, voyant ce qui allait plus ou moins arriver, pour accélérer de la transformation. Alors, on parlait tout à l'heure de la relation client, il y a plein de choses qui ont été faites sur cette partie-là sans être exemplaire. Il y a quand même beaucoup de choses qui allaient dans le bon sens, mais on aurait pu aller plus loin. Mais plus globalement, sur le business model, moi je me souviens que quand je travaillais sur la partie marketing, service, etc., on réfléchissait à des sujets comme la santé, comme la banque, etc. Finalement, comment l'opérateur demain pouvait devenir un tiers de confiance. Et Mmh. puis très rapidement, on me disait non, mais écoutez, là, votre prio, c'est de lancer l'iPhone avec le bon forfait dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Et c'était pas un problème interne à SFR, c'était qu'à un moment donné, on avait aussi un actionnaire qui était dans une logique de remontée de cash, mais qui est logique aussi. Encore une fois, les actionnaires ont besoin aussi de rémunérer le risque qu'ils prennent en investissant dans une entreprise, etc. Maintenant, c'est comment on trouve le bon curseur pour qu'à un moment donné, on ne se retrouve Mmh pas dans la mh. situation qui a été vécue en 2011 où on se prend un mur et finalement, on aurait pu sans doute le prendre de manière un peu plus souple et un peu moins brutale, quitte à perdre un peu de valeur dans les années précédentes. Voilà. En tout cas, anticiper un peu mieux les choses et un peu lisser la courbe et sans doute au final avoir un impact qui était moins fort au global. Mais c'est une problématique récurrente dans beaucoup d'entreprises, la capacité à se transformer tant qu'elles en ont les moyens et pas quand elles sont au pied du mur. On pourrait reprendre plein de cas, hein. J'avais un de mes patrons chez SFR qui était passé par Kodak, qui m'a raconté comment Kodak avait été dans l'incapacité de se transformer alors qu'il voyait arriver le mur sur la partie photo numérique, digitale, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus d'excuses. C'est-à-dire que même SFR, il y a 10-15 ans, avait encore quelque part, voilà, j'ai envie de dire, on était aujourd'hui une entreprise qui est en capacité de se transformer parce que son marché va bouger, va être disrupté, comme on dit, et qu'il ne fait pas d'une certaine manière, c'est un peu criminel, quoi. Non, mais alors le terme est extrêmement fort, évidemment, mais Non, mais d'un point de vue économique, c'est, enfin, voilà, et et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un track record d'entreprises, que ce soit dans le tourisme, qui n'ont pas réussi à se transformer à temps et dont on voit où elles ont abouti. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive bien à distinguer les business models qui peuvent être en fragilité, sur lesquels il faut accélérer les transformations, et notamment, forcément, je crois beaucoup à la transformation client, parce que quand les clients sont fidèles à la marque et qu'ils ont une relation avec la marque qui fait que ils vont rester indépendamment de choses qui peuvent perturber le marché. Voilà, si SFR avait une relation extrêmement puissante avec ses clients, il avait réussi à créer un switching cost énorme. Alors, est-ce que c'est faisable ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais on n'aurait sans doute pas eu les pertes de position qu'on a eu à l'arrivée de Free, même si Free a tiré extrêmement fort sur les prix. mmh. Voilà, je pense que, ou si on avait diversifié le métier, c'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori, hein, donc je le dis avec beaucoup d'humilité et c'est une réflexion, c'est vraiment plus des questions que des vérités que j'assène. En tout cas, voilà, je me dis, ça tire quand même la réflexion de la capacité à se transformer, que ce soit sur le digital, sur la posture client, quand on en a les moyens et la possibilité, et pas être dans le corner pour le faire, parce que c'est jamais simple.
et aussi bien pour l'entreprise que pour vis-à-vis de ses clients, parce qu'il y a déjà une dette qui s'est créée, etc. Ouais, vaste Ouais. sujet. Et dis-moi, après, du coup, être passé chez SFR, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ce qui s'est passé surtout, c'est ce qui s'est passé chez SFR, c'est la vente par Vivendi de SFR à Altice, aux équipes de Patrick Drahi. Période compliquée pour les gens qui avaient passé toute leur, voilà, alors je veux dire toute leur carrière, c'était pas mon cas, mais en tout cas qui avaient passé un certain nombre d'années chez SFR. Bah, tu y es resté 10 ans quand même, Ouais, c'est, ouais, enfin, c'est pas mal, hein? ouais, ouais, je suis resté 10 ans. C'était une période compliquée et je pense qu'il y a eu une erreur, à mon avis, là aussi, de management un peu culturel quand tu fais ce type de rapprochement et de fusion. On avait plutôt bien géré, je trouve, chez SFR, le rapprochement avec Neuf Télécom. Alors peut-être que si on interrogeait des anciens de Neuf, ils nous diraient pas ça, mais moi j'ai le sentiment qu'on avait eu une fusion relativement équilibrée en confiant aux équipes de Neuf des responsabilités importantes, notamment sur la partie fixe, qui était leur ADN, hein, l'Internet fixe. Là, on est rentré dans un schéma où, indépendamment de ce qui avait pu être dit par certains, SFR, la fille à papa de Vivendi, etc., donc des termes qui pouvaient être un peu blessants pour les équipes en place, surtout qu'on avait connu des périodes où c'était vraiment plus le cas, quoi. Enfin, pas le cas et plus le cas. Euh, il y a eu un peu à un moment donné une volonté aussi de copier-coller une organisation qui était celle de Numéricable et de l'imposer chez SFR. Je crois que pour le coup, Drey, alors que je connais pas personnellement, que je l'ai croisé, mais voilà, je pense que là-dessus, c'est quelqu'un de très pragmatique et qu'il s'est aperçu après coup que c'était une erreur. Que c'était une erreur, et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans l'organisation actuelle de SFR, qu'il y a beaucoup d'anciens SFR qui sont en responsabilité, que l'organisation s'est beaucoup plus panachée. Voilà, il y a eu à un moment donné une prise en main qui a été extrêmement, qui a été rude, qui n'était pas toujours méritée. Moi, si je prends mon cas dans l'organisation, j'étais patron à l'époque du canal Télévente, qui était devenu le deuxième canal de distribution de SFR. Donc, il y avait pour le coup, au sein d'un univers qui était compliqué, on avait des taux de croissance à deux chiffres et ça marchait extrêmement bien. Du jour au lendemain, je me prends deux crans dans l'organisation. Mmh. Bon, c'était à peu près acquis que j'allais pas rester, quoi. Et je trouve que les choses auraient pu être faites différemment, qu'il y avait de la valeur des deux côtés. Il y avait sans doute une valeur plus entrepreneuriale côté Numéricable, mais qu'il y avait aussi des choses qui étaient bien faites côté SFR, qui auraient pu être faites différemment. Je pense qu'ils en sont un peu revenus, mais on voit aussi à quel point, là aussi, aujourd'hui, quand on parle d'expérience collaborateur et d'expérience client, on voit à quel point ça a déstabilisé SFR. Dans les mois et les années qui ont suivi, SFR est passé par une étape qui a été très compliquée en termes de résiliation, d'expérience client. Et je pense que la grande force aujourd'hui d'Altis et de Drahi, c'est cette capacité à être business oriented et à se remettre en cause. Et je pense que quelque part aujourd'hui, ils ont compris qu'ils étaient allés trop loin sur certains sujets, qu'ils ont tout en gardant ce qui est leur ADN, ils ont réajusté le tir et aujourd'hui SFR est dans une très belle dynamique. Et à retrouver une très belle dynamique, c'est à mettre à leur crédit. Mais voilà, ça montre aussi quand même que, encore une fois, expérience client, expérience collaborateur sont extrêmement liés. Au-delà même des process et des décisions business, quand vous avez des collaborateurs qui sont pas heureux de venir bosser le matin, c'est compliqué à l'arrivée de délivrer un service de qualité aux clients. Donc ça aussi, moi, ça me marque beaucoup en termes de réflexion, là pour le coup en tant que manager, quand je suis avec mes équipes, moi je suis très sensible sur ces dimensions d'expérience collaborateur, mes équipes aussi. C'est des sujets qu'on travaille beaucoup, tous les mois, on essaie de mesurer, hein, de prendre un peu le pouls. Est-ce que tu es heureux de venir travailler le matin? Est-ce que tu recommandes nos offres? Est-ce que tu recommandes la marque? Est-ce que tu as des feedbacks réguliers de ton manager? Est-ce que c'est des feedbacks qui sont que correctifs ou est-ce qu'ils sont aussi valorisants sur ce que tu as fait de bien? C'est important parce que ça aussi, la culture du feedback dans l'entreprise, comment on la travaille, comment on valorise aussi ce qui est bien fait. On a un peu cette culture française du bulletin de classe, quoi. C'est bien, mais peut mieux faire. Non, mais si c'est bien en fait. Et puis après, on peut toujours peut mieux faire, mais on se donne des plans d'action, des milestones, on donne des manières d'y arriver. Mais c'est bien d'avoir un temps pour le bien et un temps pour le peut mieux faire. Et moi, je trouve ça insupportable sur mes bulletins d'école, sur très bien, mais peut mieux faire, ou bien, mais ah non, mais en fait, OK, c'est bien et après si on peut mieux faire, on se l'exprime, on donne des objectifs, on y va et après Mmh. les objectifs sont atteints, pas atteints. Effectivement, alors là, s'ils sont pas atteints, on se dit: «Bah non, tu dois mieux faire». Mais il y a toujours ce sujet et moi, c'était un sujet important avec mes équipes parce qu'on était peut-être dans des cultures de feedback, notamment sur des métiers opérationnels comme la relation client, où on était beaucoup dans du feedback correctif. Finalement, quand c'est bien, c'est la norme, quand c'est pas bien, je dois corriger.
Et on a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'on a fait un voilà, c'est extrêmement puissant ce qu'on a réussi à développer avec nos équipes en interne. Alors après, ça tire une réflexion, c'est qu'on a une partie de notre service client qui est sous-traité en France, à Amiens, Mmh. chez Coriolis. Et comment on arrive aussi à embarquer nos partenaires sur ce type de démarche. Alors eux commencent à le faire de leur côté. Mais c'est vrai que finalement, quand on parle expérience client, expérience collaborateur, aujourd'hui, on a un terrain de jeu naturel qui est notre service client interne, notre service client qui est sous-traité. Bon, alors je pense que là aussi, hein, ce qu'on appelle les outsourceurs, les grands outsourceurs, ont beaucoup évolué là-dessus et aujourd'hui, ils s'engagent dans ce type de démarche. Ils font beaucoup en termes d'animation. On parlait tout à l'heure de filière de relations clients. Il faut dire à quel point la filière de la relation client en France est best in class. C'est un peu comme sur la techno, quoi. Il y a la French Touch. Aujourd'hui, dans les principaux outsourceurs dans le monde, on va trouver des web help, des Comdata, des téléperformances, des gens qui ont été fondamentalement montés par des Français. Donc, je pense que là-dessus, on a une place à part dans le paysage de la relation client et des outsourceurs. Et ils ont compris que ce virage était important. Ils l'ont compris assez tôt d'ailleurs, qu'il fallait que le. Et c'est super, et c'est d'autant plus important que si on veut travailler sur la durée avec nos collaborateurs pour les amener sur des nouveaux sujets qui sont plus de savoir-être, de posture relationnelle, de discours client, le revers de ça, bah, c'est que, un, il faut se préoccuper de la manière dont il y a les conditions dans lesquelles ils sont, leur état d'esprit, parce que forcément, encore une fois, leur demander d'avoir un ton empathique, d'être dans le conseil, de s'adapter au client, d'aller à la même vitesse que lui dans l'échange, si eux-mêmes sont pas dans les dispositions pour le faire, c'est compliqué. Et puis ça veut dire que c'est des formations aussi qu'on va opérer sur la durée et que si on prend pas soin de nos collaborateurs, qu'on s'assure pas qu'ils s'inscrivent dans la durée, qu'on a du turnover, on est bon pour inventer la roue tous les 4 matins. Et comme je pense que c'est ces sujets de presque de soft skills, de savoir-être plus que de savoir-faire qui vont faire la différence dans les années à venir, voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement importants à investir. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord et que ça doit prendre, le dessus sur les compétences techniques, des personnes qu'on recrute ou des personnes qu'on a déjà, dans nos équipes parce qu'on peut atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux sur la base, des soft skills, Et d'autant je plus pense. qu'aujourd'hui, si je prends les métiers de la relation client, on parle beaucoup de conseillers, d'agents augmentés, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui nous aide en fait à la partie savoir-faire, de plus en plus, elle va être automatisée, robotisée. On va avoir Mmh. pas, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, mais ce qu'on va demander au conseil de clientèle, c'est vraiment de gérer de l'humain, ce qui est, on Ouais, revient le à ce qu'on disait en savoir-être du intro, coup. le care. On en revient à ça. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'on va rentrer dans une ère, parce que la société à côté peut parfois être violente, difficile, parce que les gens ont besoin, parce qu'ils ont pas beaucoup de temps et que du coup, globalement, ils ont envie que quand ils ont une interaction, elle soit de qualité et qu'elle soit efficace. On va vraiment rentrer dans cette notion de care et de proximité. La proximité étant, je l'ai dit, géographique, notamment sur la transition énergétique. On a un vrai enjeu aussi d'avoir une compréhension par nos conseillers de ce qu'ils peuvent amener. Mais au-delà de ça, la proximité, c'est aussi la tonalité, c'est aussi être là quand le client en a besoin au bon moment. En ce moment, avec le Covid, on voit se développer des sujets de précarité économique, énergétique. Comment on peut Mmh. accompagner nos clients dans ces situations-là? Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est care et proximité. Pour moi, c'est les deux mots-clés. Alors, le Covid l'accélère, mais je pense que c'est une tendance de fond de la société qui peut paraître paradoxale avec certaines choses qu'on voit dans l'actualité, etc. Mais je pense que justement, dans nos métiers, on est là pour amener de la facilité. Voilà, on est là pour amener cette facilité. Les gens ont suffisamment de choses compliquées à gérer par ailleurs pour que quand ils achètent un produit ou un service et qu'ils interagissent avec la marque, ça soit fluide, simple et amené avec la bonne relation et la bonne tonalité. Mmh. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de ce programme de transformation que vous avez initié sur un délai hyper ambitieux qui est 9 mois chez Butagaz? Donc ça, c'est ce pourquoi tu as été recruté à la base? Ouais, en fait, tout à fait. Moi, j'ai rejoint Butagaz en septembre 2018. C'est Butagaz et alors, pour faire deux mots sur Butagaz très, très vite. Mmh. Butagaz est né en 1932. Le métier de base de Butagaz, hein, c'est de vendre du gaz liquide alors sous différentes formes. La forme la plus connue, c'est les bouteilles de gaz, hein, qu'on livrait dans les campagnes, là où les gens se chauffaient encore avec des poêles à bois, etc. Donc le claim historique de Butagaz, c'est amener du confort à nos clients, et c'est vraiment ça, amener le confort du gaz liquide à nos clients, très ancré dans les territoires. Et Butagaz, pendant 85 ans, a opéré ce métier-là, plus le métier aussi du gaz liquide en citerne. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers de clients en gaz particulier ou professionnel sur du gaz liquide, du propane en citerne.
Et en tout, aujourd'hui, on a 5 millions de clients qui utilisent les produits de Butagaz. Voilà. Donc Butagaz, bien connu pour son petit ours bleu aussi, qu'on retrouve encore dans beaucoup de Oui. nos villages, avec la petite affichette au-dessus de l'épicerie du village en général, parce on y trouvait les bouteilles, on y trouve encore parfois les bouteilles. Butagaz s'est lancé depuis maintenant 3 ans dans un projet de diversification, de dire comment je suis un acteur de l'énergie, je suis très ancré dans les territoires, j'ai cette proximité client qui fait partie de mon ADN. Comment aujourd'hui je vais sur de nouveaux métiers? Parmi ces nouveaux métiers, il y a le gaz naturel et l'électricité. Comment je deviens fournisseur de gaz naturel et d'électricité, au même titre que des fournisseurs historiques que je ne vais pas forcément citer là. Et ce métier a été lancé en octobre 2017. Il a été lancé avec une promesse qui est celle finalement de la marque, de dire ce qu'on sait très bien faire, c'est justement la relation client et le service. Mm. Sur nos métiers historiques, on a des taux de satisfaction supérieurs à 92%, avec une part de tout à fait satisfait très élevée, etc. Donc finalement, sur un métier, sur un business qui est aujourd'hui très bataillé par le prix, hein, si vous regardez les pubs des différents fournisseurs d'accès, des fournisseurs à électricité et gaz, il suffit de regarder les publicités. Tout le monde claim du moins 5%, moins 10% par rapport à un tarif Oui, la réglementé. bataille se fait sur le prix, quoi. Ouais, sachant que c'est sur du hors taxe, donc elle est que sur la moitié de la facture, mais ça, par contre, c'est pas dit dans la pub. Mais en tout cas, on a une bataille effectivement qui est que sur le prix. Et on a essayé d'avoir un positionnement différent qui est de dire, bah voilà, nous sur le prix, effectivement, par rapport à un fournisseur historique, on va essayer d'être moins cher. On doit pouvoir y arriver. Par contre, notre différenciation, on a envie de la bâtir sur les services et sur l'expérience client. C'est un métier qui a pas, enfin, c'est un secteur qu'on prend les différentes études. Chaque année, il y a des études, que ce soit KPMG ou d'autres, qui donnent un peu les indicateurs de score d'expérience client par secteur. Et à chaque fois, l'énergie est à la traîne. Le NPS de la plupart des acteurs est négatif, voire fortement négatif pour certains. Et donc, on s'est dit comment on peut arriver à prendre un positionnement un peu différent, beaucoup plus basé sur le service. Et en plus, ça correspondait à ce qu'on voulait faire. On n'a pas l'ambition demain de devenir un EDF bis en termes de taille. On veut faire quelque chose qui Mm. nous ressemble, on a un ETI, on veut avoir une pluralité, on veut être multi-énergie et multi-service. Donc comment finalement on arrive à développer un parc client significatif, mais en le développant sur autre chose, et puis qui nous permettent d'avoir vraiment ce conseil autour de comment je consomme moins et je consomme mieux. Comment je consomme moins parce qu'on doit s'engager sur la transition énergétique, mais je consomme mieux avec des énergies plus propres, etc. Et donc ça passe aussi beaucoup par le service, c'est-à-dire que par le service client en particulier, parce qu'il faut être en capacité d'échanger sur ces sujets avec nos clients, de les Mm. accompagner. Donc le plan c'était ça, le positionnement c'était ça, et c'était une logique. Moi j'aime beaucoup le concept Strat Océan Bleu. Je sais pas si ça te parle, c'est un Mm. concept qui a été développé par Kim et Moborn, et vraiment de dire voilà, dans un océan qui est quand même très rouge, hein, aujourd'hui il y a plus de 60 fournisseurs d'électricité et gaz naturel, comment je vais chercher un petit océan bleu à côté sur lequel je me différencie. Et c'était un peu une stratégie de différenciation par le service qu'on a essayé de développer, sauf que bah, c'est un métier compliqué à opérer, que connaissait pas Butagaz, et que quand ils ont lancé cette activité en octobre 2007, on a eu plein de problèmes opérationnels, de facturation, on travaille avec des ERP qui sont très lourds, Mm. d'opération, parce qu'on a eu une croissance commerciale qui a été très forte sur les premiers mois, sauf qu'on n'était pas forcément structuré pour l'absorber, donc on a eu beaucoup de sujets de service client, etc. Et donc je suis arrivé en septembre 2018 avec une feuille de route qui était de dire il faut que tu me bâtisses la meilleure expérience client du marché. Bon, le problème, c'est que ton point de départ, on est loin de la balle, parce que sur la qualité de service, au service client, on n'y est pas, là, on n'y est pas, là, on n'y est pas, et là, on n'y est pas. Je suis OK, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai eu en parallèle de ce qui m'a été dit, on avait participé à Service Client de l'année. Enfin, les gens qui s'occupaient Mm. du sujet avaient quand même lancé la participation à Service Client de l'année. Ça a été un super truc parce qu'on a eu un audit finalement assez génial de tout ce qui allait pas. On était dernier, on était sixième sur 6. Bon, après, c'était 6 mois après notre lancement, hein, donc c'est évidemment relativisé. Mais on était sixième sur 6, mais en même temps, ça nous mettait le point sur tout ce qui n'allait pas. Et donc, sur la base de ce qu'on m'avait dit, sur la base de ce diagnostic, avec mon équipe, finalement, on s'est dit, OK, mais comment on peut vraiment changer la donne? Et le challenge qu'on se donne, c'est d'être au rendez-vous pour service client de l'année prochaine, donc le service client de l'année 2020. Et on s'était dit, allez, le pari fou qu'on fait, c'est qu'on veut être dans les 3 premiers. Et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver et qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là? Génial, je connaissais pas cette histoire du coup. Ouais, et du coup, on a bâti un plan sur lequel est beaucoup, c'est un hasard, mais sur lequel est beaucoup revenu la FRC l'année dernière, qui est la considération. C'est-à-dire, finalement, Mm. revenons sur des choses basiques. Moi, j'ai participé à ça, mais on a beaucoup parlé ces dernières années d'enchantement, etc. Stop, quoi. L'expérience client, finalement, c'est le delta entre ce qu'attend le client et ce que l'entreprise lui fournit. Donc, il paye un service, il attend un niveau de service. Donc, si on est en dessous, l'expérience client, elle n'est pas au niveau, ce qui était le cas quand j'ai rejoint Butagaz. Si on est à ce qu'il attend, bah, ok, mais à la limite, c'est pas extrêmement différenciant. Puis, si on est au-dessus, on commence à créer des différences. Donc, commençons par des choses très simples. La considération,
c'est d'abord l'excellence opérationnelle. Le client, il paie un service, quand il a un problème, il va avoir quelqu'un au bout du fil rapidement et avoir la réponse à ses difficultés, à son problème, la réponse pertinente rapidement. Donc, commençons par les fondations de la maison, on verra après si on met de la peinture for Ball sur les murs ou le portrait de la grand-mère. Mais c'est vraiment ça en fait. Et j'ai trop vu, mais encore une fois, je me mets dedans parce que on a été porté par des hypes. Mettre un chatbot sur le site internet, ça va révolutionner l'expérience client. Non, Ouais. il n'est pas auto-apprenant. Bah tiens, je découvre qu'il n'est pas auto-apprenant d'ailleurs. Mais voilà, donc commençons par la base. La base, c'est mesurer. On est sur des métiers de data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que je sache combien j'ai d'appels, dans quel délai je les prends, etc. Pareil pour les emails, les messages qui nous viennent des réseaux sociaux. Donc, il faut que j'ai de la mesure pour prendre les bonnes décisions. Parce que sans bon diagnostic, il n'y a pas de bon traitement. C'est comme le médecin. Avant de faire l'ordonnance, en théorie, il est censé faire un diagnostic. Moi, quand je suis arrivé, on n'avait pas tous les éléments pour faire le diagnostic. Donc, comment je mesure pour prendre les bonnes décisions, éventuellement aussi prioriser et héroïser mes actions? Comment je définis les priorités au sein de ça, comment j'outille mon service client pour lui permettre de mesurer, mais aussi pour lui permettre de traiter, et puis comment je pilote mes flux de manière globale. C'est-à-dire comment j'ai la main sur mes interactions clients, comment je sais les envoyer au bon endroit, au bon conseiller clientèle qui est dispo, qui a la bonne capacité à répondre, en optimisant mon capacitaire, donc les ressources que j'ai pour aller au plus vite répondre et tout en ayant la meilleure productivité possible. Donc tout ce sujet-là, c'est vraiment pour moi, c'est le socle, c'est les fondamentaux de ce que doit être un service client, mais c'est la clé du reste. C'est-à-dire qu'encore une fois, on peut se raconter ce qu'on veut, on peut avoir la super posture relationnelle, le super truc machin. Si le client il appelle et qu'il attend 25 minutes pour qu'on lui réponde ou qu'il envoie un email et qu'on met une semaine pour lui répondre, on sera passé à côté de l'histoire. Donc pour la priorité, elle est là, c'est sur la prise en charge. Et en plus, ma conviction, c'est que le digital a changé vachement les exigences, les standards en termes de prise en charge. C'est-à-dire que là où il y a 10 ans, on pilotait une qualité de service à 90-92% en 3 minutes, en sortie de serveur Hmm. vocal, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la moitié des clients qui attendent à être décrochés en moins de 60 secondes. Alors, est-ce qu'on y arrive? On n'y arrive pas, c'est un autre sujet. On voit qu'en tout cas, le fait de pouvoir commander un taxi en 2 clics, un produit à l'autre bout de la planète ou une pizza en 10 minutes, les gens sont plus prêts à autant attendre que ce que c'était le cas auparavant. Et encore une fois, la valeur temps est sans doute la plus précieuse de nos sociétés. Donc, on est obligé de prendre ça en compte. Après, ça a un coût, donc il faut trouver le bon équilibre entre jusqu'où je vais et ce que je suis prêt à faire. Mais là aussi, quand on arrive à avoir une optimisation de son service client, de ses capacitaires, parce que j'ai un conseiller qui peut traiter du chat, des réseaux sociaux, du mail, et puis si je prends l'eau sous les appels, bah, il va plutôt prendre des appels que de traiter l'email, parce que l'email il peut se laisser 10 minutes de plus pour le traiter, etc. Il faut avoir la bonne capacité à orchestrer tous nos flux. Donc ça, c'était la base, c'est l'excellence opérationnelle, parce que c'est la dette qu'on doit à nos clients. Et puis ensuite, il y a comment on construit une différence. Considérer nos clients, c'est leur amener une posture relationnelle qui est différente, propre à la marque. J'en parlais tout à l'heure, cette proximité, cette tonalité, ce conseil. Donc, c'est beaucoup travailler sur les aspects de discours client, de conseil. Donc, ça, on fait beaucoup ça aussi avec du speech analytics qui nous permet d'améliorer ce qu'on appelle le quality monitoring, le monitoring qualité, de partager les bonnes pratiques, d'aller plus vite sur la montée en puissance sur le discours. Et puis il y a une brique aussi, moi que j'aime beaucoup aussi, à laquelle je suis attaché sur cette dimension de considération envers nos clients, d'empathie, de posture relationnelle, c'est le côté inclusif. Je suis assez fier de ce qu'on a fait avec Handicap Zero, avec Roger Voice, sur le fait de pouvoir proposer aussi nos services à des gens en situation de handicap. Encore une fois, Butaga, c'est un ETI, on n'a pas la puissance de frappe, que ce soit économique ou ressources de certains de nos concurrents. Mais on est allé très vite là-dessus. C'est-à-dire que nos factures, aujourd'hui, elles sont disponibles en braille ou en caractère agrandi. Pareil pour nos contrats. Un client qui nous appelle et qui est malentendant, il peut avoir une solution de télétranscription qui va retranscrire la conversation avec le téléconseiller sur son téléphone. Je pense qu'il y a aussi cette notion. Être inclusif, c'est aussi faire preuve d'empathie. En tout cas, ça fait Ouais. partie de cette démarche. Et puis le dernier volet, mais qui est presque un enabler, c'est-à-dire que j'ai parlé de la dette, l'excellence opérationnelle, notre différence, comment on a une posture différente de conseil avec nos clients, d'empathie, d'intelligence émotionnelle. Et l'enabler de tout ça, c'est comment dans la considération, je considère l'ensemble de mes parties prenantes. J'ai toujours considéré, je te l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait une partie de notre service client qui est en sous-traitance. J'ai jamais considéré que c'était un prestataire. Je considère que c'est un partenaire. On leur confie notre bien le plus précieux. Il faut jamais oublier, au bout du bout, que c'est le client qui nous paye, hein. Jamais oublier ça. C'est l'entreprise qui nous verse le salaire, mais c'est le client qui nous paye. D'accord. Donc, on confie à nos partenaires ce qui constitue le cœur de notre capital, à savoir nos clients. Donc, moi, j'ai toujours eu une relation très équilibrée, ce qui ne peut pas dire pas challengeante. On peut se challenger, on peut Bien parfois sûr. voilà, se mettre challenger de manière assez en tout cas virulente. En tout cas, voilà, se dire les choses, être ambitieux, se donner des caps à atteindre. Mais par contre, dans la relation,
j'ai toujours considéré qu'il doit y avoir une forme d'équilibre, parce qu'encore une fois, il peut pas, si elle est déséquilibrée, c'est nos clients qui en pâtissent. La réalité, elle est là. Donc avec nos partenaires de centre de contact, avec tous nos partenaires de notre écosystème, parce qu'encore une fois, comme on a noté, on ne peut pas tout faire nous. Donc on s'appuie beaucoup sur un écosystème de startups, je ne peux pas toutes les citer, mais des Allo Media, des Ion, etc. Donc on a un ensemble de partenaires avec qui on travaille pour amener la meilleure proposition de valeur. Donc là aussi, une relation de confiance, d'équilibre. Et puis avec nos collaborateurs, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'expérience collaborateur, elle est déterminante dans ce schéma de considération des parties prenantes. Donc finalement, le plan qu'on a développé, c'est un plan holistique, j'ai envie de dire, j'appelle ça le plan holistique de considération, hein, mais en tout cas, on peut dire 360, etc. Et dire, on traite les considérations clients, considération de nos collaborateurs et considération de l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est un sujet important. Et on lit ça aussi avec nos enjeux de RSE, qui sont d'avoir un service client 100% en France, qui font qu'on a une charte éthique qu'on a publiée et qui indique par exemple que quand on a deux solutions équivalentes en termes de ce qui est délivré aux clients, qu'on a deux solutions qui apportent la même valeur à nos clients, on a plutôt tendance à privilégier une solution française qu'une solution étrangère. C'est tout un tas d'engagements qu'on prend pour dire voilà, notre histoire finalement, c'est d'amener du confort à nos clients et d'être investi dans les territoires. On perpétue cette histoire sur l'ensemble de nos métiers. On est présent dans les territoires. On amène de la valeur à nos clients et on s'investit aussi pour que dans ces territoires, il y ait une dynamique économique. Donc, on préfère acheter une solution de centre de contact qui est créée par une entreprise à Bordeaux que, même si elle est Hmm. du même niveau, une entreprise qui va être située de l'autre côté de l'autre côté de l'Atlantique. C'est J'allais te demander un exemple, du coup. voilà. Non, mais c'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel on est très investi. Et j'ai la chance, voilà, là-dessus, on parlait tout à l'heure de l'importance du top management. Emmanuel Trivin, qui est le CEO de Butagaz, porte profondément ses convictions. Là, on a lancé une fondation il y a quelques semaines, une fondation Butagaz, qui va beaucoup travailler sur les sujets de précarité énergétique. Donc là, on a un premier projet qui s'est déployé sur Flers, dans le Pas-de-Calais. Mhm. Euh, euh, où on a contribué à la rénovation énergétique de bâtiments privés ou publics, de logements privés ou publics, pour finalement mieux les isoler que ça. Parce qu'on en est dans ce qu'on disait tout à l'heure, le consommer moins pour consommer mieux. Parce que si tu es un client dans une situation plutôt de précarité économique, en général, il n'est pas exclu que tu aies un logement qui soit pas forcément le logement aux dernières normes en termes d'isolation. Donc en fait, c'est une double Mhm. peine. Surtout dans un logement qui en plus laisse passer de l'air, le froid, etc. Des passoires thermiques, hein. Et tu te retrouves, alors que tu es déjà en précarité économique, avoir une facture d'électricité ou de gaz qui est énorme parce que finalement ton logement est mal isolé. Donc comment on peut travailler sur ces sujets? Donc ça, on a un premier projet pilote qui est passionnant, qui nous a fait le plaisir d'inaugurer la ministre Emmanuelle Vargon. Et je pense que c'est le premier d'une longue série, mais c'est des sujets sur lesquels on est effectivement très investi et qui sont des preuves concrètes. On ne fait pas de greenwashing, quoi. Voilà, nous, Ouais. quand on parle de gaz vert, on a des partenariats avec des fournisseurs de biométhane qui sont des fermes de biométhane qui recyclent des déchets agricoles ou des bousses de vache. Donc ça, voilà, on est vraiment sur des choses, des preuves concrètes pour nous déployer. Et je pense que c'est très en lien avec l'expérience client aujourd'hui. Ces sujets de ce qu'on appelle le RSE sont très très en lien avec les sujets que l'on peut porter parce que finalement, ils guident cette fameuse raison d'être de l'entreprise et elle doit se retranscrire cette raison d'être jusque dans les échanges, les interactions que tu as avec tes clients au quotidien. Et est-ce que ce projet de bâtiment-là, comment vous faites pour que ce soit rentable? Parce qu'au final, vous aidez les gens à payer des factures moins importantes potentiellement chez vous. C'est Ouais, quoi alors chez nous, l'intérêt non, non, économique derrière? Comment vous le présentez en interne? chez nous, pas que chez nous, là pour le coup, c'est un vrai sujet de subvention et de financement. On n'attend pas forcément de renta économique dédié. Alors ça nous permet avec certaines entreprises locales, certains partenaires locaux de se faire connaître, évidemment. Il y a un peu de notoriété, de prise de marché, etc. Mais c'est indépendant de ça. C'est-à-dire que Mais c'est pas la prio. voilà, c'est pas forcément, c'est pas une démarche aussi transactionnelle et intéressée que ça. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche de dire, voilà, notre posture historique, c'est de faire que les gens consomment moins et consomment mieux. Comment concrètement on contribue à ça et comment concrètement on contribue à ce que notre société au global se porte mieux. Donc en employant des gens à Amiens, en développant en contribuant à isoler des logements. C'est un ensemble. En faisant le choix de fournisseurs ou de solutions françaises qu'on peut le faire. Voilà. Donc on est vraiment dans cette démarche, mais qui est cohérente avec ce que nous sommes en fait. Donc c'est important de garder c'est une cohérence. On ne ferait pas ça, on ne serait pas cohérent avec nous-mêmes. Et donc on serait beaucoup moins vrai aussi dans nos échanges avec nos clients. Donc c'est une posture totalement assumée et qui vient nourrir aussi notre image de marque, etc.
Ah, mais c'est oui, c'est de l'alignement, quoi. Vous Ouais, vous sentez complètement, aligné en faisant ça, ça contribue, exactement. top. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait eu, de pour comme on était tous les 2 dans le jury, de la FRC, il y a quand même eu, pas mal d'initiatives, sur la précarité. Oui, 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 et c'est quelque chose d'un peu nouveau, je pense porté par la période. Mais oui, tu as raison, il y a de plus en plus d'initiatives, dans ce sens, et tant mieux. Voilà, parce que je pense qu'on est là aussi, on est encore en plein dans le sujet du care, en fait. Alors après, il faut qu'on aide les vraies précarités. Le sujet que peuvent avoir les fournisseurs d'énergie, c'est qu'on est dans un contexte réglementaire avec la trêve hivernale, et cetera, qui fait que certains abusent du système aussi. Donc tout notre enjeu aussi, parce que pour que ça soit économiquement, alors pour le coup, non pas, enfin, soutenable et viable, hein, tout simplement que le business soit viable, on est aussi obligé d'essayer d'un peu trier entre des clients qui sont en vraie situation de précarité, qu'on doit pouvoir accompagner par une palette de solutions, et puis ceux qui profitent un peu des textes ou de la loi pour ne jamais payer leurs factures, et puis qui à côté de ça, pour être très clair, vont prendre un abonnement de Netflix ou je ne sais quel autre abonnement. Donc on est vraiment dans ce sujet, quoi. Et on est quand même des acteurs privés qui doivent atteindre une rentabilité. Donc on a un vrai enjeu là-dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un vrai enjeu aussi de discussion avec l'État sur ces sujets, parce que tu vois, quand la trêve hivernale, par exemple, est prolongée l'an Mmh. passé, dans les faits, on a des clients qui ne payent pas volontairement une facture parce qu'ils sont protégés par une décision de l'État. Ils ne la payeront jamais, c'est une perte sèche pour un acteur privé. Or, on n'est pas une délégation de service public, on n'est pas subventionné par l'État. Donc c'est une perte pure. Et tu vois, c'est autant de moyens qu'on n'a pas à allouer derrière sur des clients qui sont vraiment en situation de précarité. Voilà. Donc il y a un Mmh. peu des abus aussi dans notre secteur, que malheureusement aujourd'hui, la législation ne permet pas d'encadrer, voire qu'elle peut favoriser dans certains types de cas. Ouais, donc c'est mieux les identifier pour passer plus de temps avec les personnes qui, en ont légitimement besoin, quoi. Ouais, et du coup, quand on adresse des sujets comme le logement, on est vraiment sur des sujets de fond et très concrets, où pour le coup, on sait qu'on traite le problème à la racine. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a pas d'histoire de je te paye pas parce que je veux pas payer. Je sais que de toute façon, il y a un sujet sur ce logement, et que quel que soit l'occupant un jour, il y aura un sujet, donc il faut qu'on soit là, on agit à la source du problème. Ouais, Et avec des très économies qui peuvent chouette. être spectaculaires, hein. Ça peut être du moins 30%, hein, sur la consommation. Ça va être Ah aussi bah, l'objet du bien pilote. sûr. C'est ça qu'on veut mesurer. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour l'instant on l'a fait sur une zone. On attend d'avoir les enseignements de ce pilote pour exactement mesurer, pour les logements que l'on a ou les bâtiments que l'on a en portefeuille, quel est l'impact sur la consommation. Mais on estime que c'est de l'ordre de moins 30%. Mmh. Et donc du coup, vous pensez ce pilote, il dure combien de temps? Et on n'en s'est pas donné de délai, mais là, je pense qu'on aura un premier point de passage à la sortie de l'hiver, parce ce qui va vraiment Mmh. être constitutif de l'impact, ça va beaucoup être l'hiver. On va pouvoir comparer l'hiver de cette année par rapport au cours de l'hiver de l'an passé. OK, très clair. Bon et bah, très bien, mais vous en faites, bien, vous faites plein de choses chez Butagaz, dis donc. Bah écoute, ouais, on essaye pour un acteur de notre taille. Je trouve effectivement qu'on essaie de faire beaucoup de choses. On le fait peut-être pas toujours suffisamment connaître, parce qu'on a toujours l'image encore très associée à la bouteille. Mais voilà, je pense qu'en même temps, en même temps, tout le monde connaît la marque. C'est un peu l'ambivalence. Tout le monde connaît cette marque, Mmh. et voilà, qui a un côté un peu affectif pour les Français. Je pense qu'ils pensent tous un peu à l'ours bleu, à Bob, Butagaz ours bleu, hein, son petit surnom c'est Bob, qui, est qui guide nos pas. Et du coup, c'est quoi vos projets, pour, les mois et les années à venir là? Alors pour Butagaz au global, je pense que c'est de se diversifier, poursuivre sa diversification sur l'énergie Ouais. et les services. Donc peut-être de nouvelles sources d'énergie que l'on déploiera ou que l'on proposera. On commence à la proposer de l'isolation de combles en termes d'offres commerciales. On commence à avoir des petits pilotes sur du photovoltaïque, des choses comme ça. Et puis du service. Aujourd'hui, on a un partenaire sur tout ce qui est entretien chaudière, qui est HomeServe, qui est une entreprise très chouette Ah oui. aussi, qui on partage beaucoup de valeurs. Mmh. Et puis demain, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de développer autour de notre écosystème? Finalement, encore une fois, comment on propose un bouquet de services à nos clients pour les accompagner vers cette transition énergétique, quelle que soit l'énergie qu'ils consomment chez nous aujourd'hui? Je prends l'exemple d'un client qui a du gaz propane en citerne. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, évidemment, on essaie de lui fournir de l'électricité. Donc là, on lui propose le gaz propane, c'est Butagaz. L'électricité, c'est Butagaz. Mais peut-être que demain, dans sa situation, c'est pertinent qu'en complément, il ait un poêle à bois. Et aujourd'hui, on ait une offre de granulés de bois. Voilà. Donc on essaie finalement, l'objectif demain, c'est d'arriver pour un foyer à lui proposer le meilleur mix énergétique avec nos solutions. Et finalement, l'entretien, l'assistance sur ce mix énergétique, de lui proposer la chaîne de valeur complète de manière à ce que lui ait un guichet unique, un point d'entrée unique. Ah, c'est top.
et un conseil unique finalement quelque part, tu vois? C'est un peu ce qu'on essaye de faire chez les opérateurs télécoms au lancement des offres, ce qu'on appelle le quadruple play, c'est-à-dire le mobile, plus les offres, Mmh. ADSL triple play. Dire finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous payez? Qu'est-ce que vous consommez? Mmh. Demain, voilà ce qu'on peut faire, un peu cette notion de devis foyer et de mix, et cetera, et voilà ce que ça veut dire et voilà ce que ça veut dire éventuellement à 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça qu'on essaie de développer. Et c'est une vraie approche, de conseiller où il faut vraiment avoir une relation de proximité avec le client parce qu'en fait, il va devoir te raconter, bah, toute sa vie, tu vois, Il te concrètement pour que livrer tu lui des un fasses, certain nombre d'infos. mmh, Ouais, complètement, et puis que tes conseillers comprennent bien ce qu'il y a derrière, parce que là, on va clairement. commencer, moi je l'ai vu dans les telcos, on commence là où ils étaient sur une ligne de produits, hein, le gaz liquide, le gaz naturel, l'électricité, les granulés de bois. Là, ils vont commencer de plus en plus à mélanger ces expertises, à devenir multi-produits. On ira sans doute pas sur du multiproduit complet, mais en tout cas, il y aura peut-être des cellules dédiées qui, elles, le seront et qui devront faire, voilà, un peu comme l'artisan qui vient chez toi et qui te fait un devis. On devrait être en capacité de faire cette mini-étude au sein du foyer et puis de s'engager dessus derrière, y compris potentiellement avec des atteintes de résultats. On pourrait même imaginer des modèles économiques différents, ce qu'on commence à regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très présent sur les copropriétés, notamment en Ile-de-France et les syndics de gestion. On commence à avoir des modèles où par des dispositifs adaptés, on permet de réduire la consommation de chauffage collectif au gaz. Moi, c'est le cas, par exemple, dans mon immeuble à Levallois. Mmh. Ou dans notre modèle économique, évidemment, on facture le gaz qu'on fournit, mais on partage aussi les gains sur les économies réalisées avec la copropriété. C'est-à-dire que si D'accord. demain, parce que j'ai un dispositif qui permet d'optimiser le thermostat et que en baissant d'un degré, voilà, on prend un certain nombre d'engagements là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'engage sur un gain et si ce gain n'est pas atteint, bah, évidemment, voilà, mais s'il est atteint, on a un partage des gains. Donc on on est dans des logiques comme ça de partage de valeur autour de l'économie d'énergie, en fait, et de services. Est-ce qu'on a tout dit sur tes 3 projets préférés? Et j'ai quand même l'impression qu'on a balayé aussi, un peu des fails et des Ouais. axes d'amélioration. Écoute, je pense qu'on a beaucoup on a balayé beaucoup de choses. J'espère que ça restera digeste pour nos auditeurs. Heu Oui, alors après, tu vois, si je devais donner peut-être un petit mot de la fin, peut-être tu auras peut-être une question et Oui. évidemment la bienvenue. Mais finalement, ce parcours de 20 ans dont on parlait tout à l'heure avec ce fil conducteur du client, c'est ça, il m'amène à deux trois réflexions relativement simples sur l'importance de se transformer au bon moment, sur la capacité à penser out of the box, l'expérience collaborateur, en tout cas l'engagement des collaborateurs qui est indispensable à la réussite de tout projet, le fait aussi de prioriser, d'être assez focalisé sur ce qu'on fait, de pas trop se disperser. Et puis sur l'expérience client, ce que je disais, euh, il y a un moment où si on est très bon sur l'excellence opérationnelle, ça ne suffira pas à se différencier. Laurent Garnier chez KPM l'explique très bien ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont du mal à faire simple, qui ont du mal à être au rendez-vous sur l'excellence opérationnelle. Même nous, hein, il y a encore des fois, on a du mal à faire aussi simple que ce qu'on voudrait. Donc, on le mesure. On a une des principales entreprises en France, enfin une des principales, en tout cas une des rares entreprises en France à piloter à chaud ce qu'on appelle le Customer Effort Score. Donc on demande au client si c'était compliqué ou pas pour lui d'avoir la réponse à sa problématique du jour. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Ça reste notre boussole, mais on sait qu'il y a un moment qu'on sera allé assez loin sur ces sujets. L'étape d'après, c'est déjà on travaille sur la posture relationnelle. Est-ce qu'il faut qu'on forme nos conseils de clientèle sur de la P- sur de la PNL, sur mieux se connaître eux-mêmes pour mieux s'adapter aux clients. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets passionnants qui sont pas des trajectoires linéaires. On est sur des métiers de relations clients. Il faut savoir aussi se remettre régulièrement en cause. En fait, on est dans un échange permanent avec nos clients qui évolue en fonction du contexte, des outils, etc. Donc il y a aussi beaucoup de remise en cause sur ce qu'on peut être amené à faire. On n'est jamais complètement rendu. Et puis on vit un métier très paradoxal finalement où si d'ailleurs on délivrait une expérience hyper, hyper ultime, hyper fluide et sans couture, bah, quelque part, moi, il n'y aurait pas besoin de moi dans l'organisation. C'est ça qui est toujours un peu. Il y aurait toujours besoin de marketeux. Mais en tout cas, c'est un peu le paradoxe que j'avais dit quand j'ai reçu ma palme du directeur client. J'avais écrit un petit article sur LinkedIn. J'avais dit, c'est ça ce qui est terrible, c'est que notre graal ultime, l'expérience client ultime, se traduit par notre disparition, par la Ouais. disparition des directeurs de la relation expérience client. Bon, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et après, ce qui est très appréciable, on le voit, c'est au quotidien des entreprises qui partagent ces valeurs-là avec un top management qui est engagé et qu'à l'intérieur de cette organisation, on puisse avoir de l'impact. Ouais. Moi, j'ai pu connaître des organisations dans mon parcours qui étaient formidables en termes
de métier, où j'ai beaucoup appris intellectuellement parlant, où j'ai rencontré des gens avec des parcours incroyables, mais où qui pour X raisons, de pesanteur interne, de process, de difficulté à se transformer, n'arrivait pas à donner l'empowerment nécessaire aux gens et ce leadership dont on parlait tout à l'heure, cet espace pour aller prendre des initiatives, pour remettre en cause des choses, pour faire le bon diagnostic. Et du coup, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Je pense que si j'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est de s'assurer d'avoir de l'impact sur le périmètre qu'ils animent. Je pense que c'est ce qui moi, en tout cas, c'est ce qui me fait lever le matin. En tout cas, c'est deux choses, c'est l'impact et c'est mon équipe en fait. Voilà, c'est vraiment ça et j'associe souvent l'image du sport et notamment du sport co, du foot avec ça. C'est vraiment la capacité à jouer ma partition, à sélectionner la bonne équipe et puis avoir cette efficacité collective. Moi, je prends du plaisir dans l'efficacité collective. Comment on fait si on n'a pas d'impact dans son entreprise? Est-ce qu'on s'en va, Je tout pense que tu as simplement? une première étape qui est d'essayer d'en avoir, hein, pas renoncer, d'essayer d'expliquer pourquoi c'est important de prendre ces initiatives-là, pourquoi c'est important de laisser la marge de manœuvre, pourquoi c'est important de remettre en cause aussi des choses qui peuvent être établies. Et plus tu montes dans les organisations, plus j'estime que c'est ton rôle. C'est-à-dire que quand tu commences à être cadre dirigeant dans une organisation, globalement, tu es payé pour que les choses aillent plus vite entre un point A et un point B, et puis pour globalement mettre des warnings quand tu penses que ça va pas dans le bon sens. Donc une fois que tu as fait ce travail-là, y compris en matriciel, etc., et que s'il y a deux options, soit ça fonctionne et tu as cette capacité à trouver de l'impact, soit ça fonctionne pas, et la conclusion, c'est qu'il faut sans doute partir. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je sais de mes expériences ce que je suis prêt à accepter ou ce que je ne suis pas prêt à accepter. Et je sais aussi quel est le point à partir duquel, de toute façon, tu t'étioles en fait dans l'organisation parce que c'est pas, ça correspond pas à ta personnalité, à ce que tu as envie de faire. Voilà. Et c'est pas, et que tes moteurs de motivation personnelle ne sont plus au rendez-vous. Et on parlait tout à l'heure de good boy, good girls. Je pense que tu vois, c'est des choses que tu vis moins en début de carrière où t'es plus dans des silos. Et du coup, Mmh. tu as tendance à te laisser un peu porter, parfois à pas, voilà, à pas t'exprimer. Et je pense que c'est ça aussi, l'expérience, la maturité, la somme tu es la somme de tes expériences à un moment donné. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as une vraie valeur ajoutée. C'est ta capacité aussi à un moment donné à dire ça va pas dans le bon sens. Et si ça bouge pas, voilà, bah, j'en tire les conséquences parce que on parlait d'alignement tout à l'heure, je ne suis plus aligné en fait. Voilà. Et après, ça veut dire pour autant qu'en avant, tu essaies de trouver toutes les solutions pour créer cet alignement ou trouver des marges de manœuvre. C'est très juste. Écoute, on va finir avec les dernières questions. Ouais. Peux-tu me dire quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît, Damien? Ma meilleure expérience client. Écoute, je crois que c'est avec. Alors je peux t'en donner deux ou une. Oh, bah, tu peux m'en donner 2 si tu veux. J'ai du mal à les départager. Alors j'en ai une qui est assez mainstream, on va dire, qui est avec Nespresso. C'était il y a quelques années, je rentre chez moi un vendredi soir et puis je m'aperçois que ma machine est complètement, enfin voilà, et elle fuit, etc. Juste avant le week-end. Et moi, je suis un grand amateur de café et je sentais pas bien le truc du week-end sans café. Donc j'appelle le vendredi soir à 22h le Ah service client oui. Nespresso, mais en me disant, bon, ils vont être fermés, mais au moins je saurai à partir de quelle heure je peux les appeler, parce que demain je me lève pour les appeler à la première heure, machin, etc. Et à 22h, j'ai une conseillère top dans la posture, dans le conseil, qui me dit bah, en plus, je vois que vous êtes client depuis longtemps, etc. Machin, votre machine, ne vous inquiétez pas, on va la faire réparer. En plus, comme vous êtes client depuis un certain nombre d'années, vous avez une petite remise sur la réparation. Et je dis ok, mais du coup, concrètement, ça se passe comment? Bah, demain matin, vous avez quelqu'un qui va venir. Et j'ai été complètement bluffé par l'expérience. C'est-à-dire que le lendemain matin, effectivement, à 8h30, j'avais quelqu'un qui sonnait à ma porte, qui reprenait ma machine pour me la réparer. Et surtout, qui m'a amené une machine de remplacement. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir du café. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Et en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérience client. Je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à tomber sur quelqu'un à 22h qui soit en capacité d'organiser un retour de machine pour le lendemain, 8h30, et me proposer une solution de remplacement. Donc, le truc était juste ouf, en fait. J'ai trouvé le truc, voilà. Et ce qui fait que aujourd'hui, je continue à acheter des capsules chez Nespresso, alors quand bien même que beaucoup en achètent parfois ailleurs. Mais voilà, tu vois, on revient sur ce qui fait ce qui fait la différence et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et la deuxième expérience, je trouve intéressant de l'évoquer parce que c'est très différent. Je suis fan d'un magasin de souliers, de chaussures qui s'appelle Colincourt à Paris. Il y a plusieurs magasins qui est dirigé Mmh. par Alexis Lafont,
qui est un énorme passionné de ces sujets, qui a un parcours totalement différent, qui a fait des grandes études, et puis qui un jour a décidé de se consacrer à sa passion, qui était le. Et je trouve extraordinaire la manière dont Alexis t'embarque sur sa passion, sur la manière dont il te parle de son produit, des patines qu'il va faire sur ses chaussures, etc. D'ailleurs, je trouve que ça serait une interview très intéressante pour toi à faire. Il s'était exprimé il y a quelques années au forum de l'expérience client organisé, au French Forum organisé par En Contact et par Manuel Jacquinet. Voilà, c'est un vrai passionné, mais surtout ce que je trouve, moi, c'est c'est la manière dont il fait partager cette passion sur un produit, alors moi qui m'intéresse, mais qui était quand même très fonctionnel Mmh. jusqu'à ce que je le rencontre et qui est devenu beaucoup plus émotionnel et qui a éveillé une sensibilité chez moi. Donc je suis assez fan de ce qu'il fait surtout de sa manière de le faire vivre et de le faire partager. Et ça, c'est important aussi quand on parle d'émotion, de passion, c'est comment, à un moment donné, demain, mes conseillers de clientèle, ils peuvent, alors c'est pas un bien physique, mais comment ils peuvent amener de l'émotion, ils peuvent amener autre chose dans la perception qu'on a de être un simple fournisseur des gaz et l'électricité qui facture tous les mois. Comment ils peuvent amener de la valeur ajoutée, comment ils peuvent partager l'insight, le petit tips qui va bien. Voilà, c'est ça en fait Mmh. qui me passionne. Donc pour moi, c'est ces deux expériences-là que je trouve les plus bluffantes, hein. D'accord. Quelle est la moins bonne expérience client ou la pire ou la plus, catastrophique? Alors, avec une banque que je ne citerai pas, parce que ça serait méchant, j'ai vécu un calvaire ces derniers mois à l'occasion d'un rachat de prêt immobilier. Mais quand je dis un calvaire, je pense que j'ai eu le collector de tout ce que tu ne peux pas faire en expérience client. Des engagements non tenus, des produits souscrits que je n'ai jamais souscrits, une offre d'assurance qui est censée être en place, habitation qui l'est pas, et du coup tu te prends un courrier de mise en demeure parce que tu n'as pas envoyé des pièces, mais tu n'as jamais signé le contrat. Tu n'as Oh. jamais reçu le contrat, jusque à l'agence qui a fermé pendant le confinement, la localisation de l'agence, sans qu'on soit informé. Et donc tu appelles, parce que tu n'as aucune nouvelle sur l'avancement de ton dossier de prêt depuis un mois et Mmh. demi. Tu appelles à peu près tous les jours sans avoir de nouvelles, sans tomber sur le bon interlocuteur. Et finalement, un jour, tu appelles cette agence, tu as un petit message qui dit bah, votre agence est fermée. Et là, tu dis donc attends, je suis en train de faire un rachat de prêt, c'est censé être bouclé là, machin, etc. Donc pas de nouvelles du conseil clientèle, l'agence elle est fermée, donc le truc lunaire. Et vraiment honnêtement, le truc où tu passes beaucoup de temps, donc ça t'énerve, tu passes du temps, donc on est dans ce qu'on disait tout Mmh à l'heure, mh. tu gaspilles du temps en fait. T'es pas indemnisé pour ça, c'est-à-dire que derrière la marque, quand tu finis par en discuter, s'excuse vaguement, mais derrière, C'est clair. t'as pas de, tu dis, ok, tu dis, mais c'est juste ça m'a pris des heures, à mon épouse ou à moi-même, de téléphone, de mail, de courrier, machin. Et aujourd'hui, tu vois, le truc a démarré en février, hein. On est à peine sorti du sujet et c'est toujours très compliqué. Et l'autre jour, j'avais une société de télésurveillance qui m'appelait pour prendre rendez-vous pour venir visiter chez moi pour faire un devis parce qu'ils avaient été mandatés par la banque où j'ai toujours pas signé de contrat d'assurance habitation et encore moins d'offres de télésurveillance. Donc le truc est complètement lunaire. Donc tu te dis, et pourtant c'est une banque que je connais très bien. J'avais fait moi un stage de fin d'études qui était génial Mmh. dans une délégation en région. C'est une banque que j'ai connue après en tant que consultant. J'y ai passé quelques mois. Donc je sais qu'il y a des gens top. Je sais qu'en haut, dans le haut de la pyramide, il y a des gens qui ont vraiment envie de travailler sur ces sujets d'expérience client, etc. Et tu vois l'inefficacité du modèle en aval et de ce drame pour les banques de réseau qui est que beaucoup de choses reposent c'est une loterie selon sur qui tu tombes en fait. Voilà. Et sur qui tu tombes, et ça va de la chaîne directeur d'agence à conseiller de clientèle. Et c'est vraiment pathétique en fait. Et là, tu te dis, il y a vraiment un sujet quand même d'un standard minimum de prestations que tu dois fournir. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce que ça soit ouf, qu'on soit dans l'expérience d'Espresso, mais à un moment donné, juste un socle, quoi, un truc, tu dis, je peux pas descendre en dessous d'un certain niveau parce que j'ai un certain nombre de garde-fous dans mes process qui m'en prémunissent. Voilà, et c'est pas le cas. Voilà, et là, tu dis, c'est quand même très inquiétant pour ces banques de réseau. Encore une fois, une banque pour qui j'ai plutôt un affect positif à la base, pour y avoir travaillé, pour y connaître des gens qui y travaillent que j'apprécie énormément. Et là, on se dit, mais ok, mais demain, face à des banques digitales qui sont en train d'arriver sur le marché, je vais pas les citer non plus, mais y compris certaines qui viennent de l'étranger, mais quelle est leur promesse? C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un moment aussi, dans un moment de vie aussi critique qu'un rachat de prêt, c'est-à-dire que globalement, moi, je vais voir mon banquier, alors je l'ai de temps en temps au téléphone, mais je vais le voir une fois tous les 4 ans, quoi, globalement, c'est à peu près Mmh. ça l'histoire, hein. Le reste, je le gère sur mon appli, etc. Si sur ces moments de vérité-là, ils sont pas au rendez-vous,
c'est fini. Et d'ailleurs, moi, c'est à tel point que alors, je ne suis plus client de cette banque, je suis plus bancarisé dans cette banque. C'est-à-dire que mon prêt est en train d'être transféré, mais je suis resté finalement dans la précédente banque, donc j'étais très content, mais qui était dans l'incapacité, elle, de me faire une proposition de rachat de prêt par rapport au montage de mes prêts. Donc là, on retombe sur un problème de système d'information, etc. Donc finalement, je suis resté bancarisé dans mon ancienne banque et puis j'ai mon rachat de prêt, mais c'est ce qui est dramatique pour eux parce que finalement, ils se prennent le coup, mais ils se prennent pas les revenus. Voilà, mais c'est voilà. C'est pour moi, c'est un exemple d'expérience client ratée et de ce qui peut être grave quand tu le projettes et sur la durée. Sur la durée, parce que ça démontre des fragilités énormes pour cette entreprise. Ouais, puis le truc s'embourbe au fur et à mesure, c'est-à-dire que mais ça arrive souvent, c'est quand ça commence à mal se passer, ça continue à mal se passer après, tu vois? Le truc, il se prend les pieds dans le tapis et tu t'embourbes et tout et à la fin, l'expérience, elle est totalement pourrie, quoi. Ouais, mais en 10 ans, moi, c'est la deuxième fois que j'ai un problème avec une banque alors une fois, c'était vraiment sur l'achat, enfin, sur un prêt immobilier où j'ai dû recevoir le chèque 10 minutes avant d'aller signer le prêt. J'ai dû décaler ma signature de 3 semaines. Tu vois, pareil, process aberrant où on te dit que t'as pas besoin de faire des examens médicaux pour ton assurance, puis 3 jours avant la signature, on dit, ah ben si, finalement. Et puis là, un rachat, mais on voit encore que, mais je pense que là-dessus aussi, hein, les banques évoluent, on voit que ça bouge bien. C'est très paradoxal, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Alors, l'application, par exemple, de cette banque-là est plutôt réussie. Mais on voit que dans des process qui sont des moments de vérité, et pour une interview en contact, j'avais parlé de penalty. J'avais dit, dans le futur, Mmh. nos conseillers clientèle, ils vont traiter des penalties parce qu'il y aura moins d'interactions traitées par les humains. Bien sûr, toutes les interactions qu'ils vont traiter, c'est un peu l'histoire du conseiller en banque que je vais voir tous les 4 ans. Ce sera des interactions où tu peux pas te louper. C'est comme un assureur qui gère un Ouais. sinistre. Bon, ben voilà, et c'est des moments où tu peux pas ne pas être au rendez-vous. Donc, si tu n'es pas au rendez-vous sur ces moments-là et tu t'aperçois quand même que globalement, ils ont pas l'air d'être au rendez-vous sur pas mal de clients, quand tu regardes un peu les réseaux, etc. Alors après, ça peut être très géographique aussi, hein, ça peut être lié à des bassins en particulier, etc. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il te reste plus d'éléments de différenciation. Là, tu es extrêmement fragile et tu ouvres la porte à demain, est-ce que tu ailles chez des acteurs full digitaux où tu peux modifier le code de ta carte PIN directement dans l'appli. Ça m'est arrivé de verrouiller ma carte bleue, ma carte Visa à l'étranger cet été. Heureusement, on en avait une deuxième, parce que sinon, la solution, c'était soit un mandat chèque, soit il fallait que j'aille dans une banque partenaire. Donc, il fallait que je prenne un jet en crête, il fallait que j'aille sur en Grèce continentale pour le faire. Je me suis dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des banques qui te permettent de modifier ton PIN directement depuis l'application tout C'est en te clair. méfiant. Donc, ça, c'est un énorme sujet. Voilà. Je, et tu vois, ça fait écho à beaucoup de points qu'on a abordés avant. Vaste sujet, les banques. Ouais, oui. Fournisseurs d'énergie aussi hein, peuvent avoir des sujets, mais on n'est pas exemplaire sur tout, loin de là. Mais et surtout, on réussit pas tout. C'est tout l'enjeu. Mais c'est tout l'enjeu, c'est comment, même quand on ne réussit pas, on arrive à avoir un minimum, un niveau minimum. On n'est pas dans un genre de ratage total, dans ce que tu évoquais en disant je m'en bon, ça peut pas être, ça peut ne pas être génial, mais c'est pas nul en fait. Tu vois, c'est un peu au pire je Mmh. suis moyen. C'est ça qu'on essaie de construire. Et évidemment, on essaie d'être les meilleurs après. Mais déjà, si quand t'es pas bon, t'es moyen et pas nul, c'est déjà pas si mal. Il faut relativiser, du coup. C'est ça. OK et du coup, bah, j'ai l'impression que tu y as déjà répondu, mais qui est-ce que tu voudrais écouter sur ce podcast? À savoir quand même, mon petit Damien, je te l'ai pas dit, mais que j'ai enregistré un épisode avec, Nam et que du Ouais. coup, lui, à cette question, il m'a répondu «toi». Donc tu vois, du coup, on Ah bah suit le écoute, truc. c'est super sympa. Il est Mais alors chou. j'aime beaucoup Nam, ce qu'il a développé chez Couples, c'est vraiment chouette et c'est un super pro. Non, alors à défaut de Nam, puisque tu l'as déjà eu, Oui. moi je suis, alors un nom ou 3 noms? Bah, tu m'as déjà donné, la marque de souliers, du coup, au Ouais, final, tout à l'heure. Alexis Lafont. Je trouve très intéressant, mais très intéressant d'avoir surtout dans la période actuelle, un commerçant à Paris, donc autant dire que ces 2 dernières années n'ont pas été faciles, passionné par un métier, sur un métier, très lié où tout ce qu'il essaie de bâtir, c'est justement sur la qualité et l'expérience, donc Mmh. passionnant. Après dans les grands professionnels de la relation client, il y en a qui sont passionnants. Moi, je suis fan, d'Angélique, Mmh. je suis fan, d'Angélique Girard, donc de Christine Maté-Catala parce que la Maïf, le modèle est passionnant. Voilà, c'est des, Anne-Christelle Vogler, si je me serve, qui est un de nos partenaires, elle fait un travail remarquable aussi. Après, il y a beaucoup de grands professionnels et où on partage tous cette passion de la relation client. Il y a Célia qui a été nominée directrice client de l'année Oui, à Shop cette chez année, Kering. chez Kering. Voilà, je trouve qu'après, il y a beaucoup de grands pros et c'est bien de pouvoir panacher avec, comme tu l'as fait, avec des entreprises comme Ulysse, etc. Enfin, voilà, je trouve que c'est aussi des regards croisés. On vient de groupes plus corporate avec
peut-être plus d'expérience, eux ont des parcours plus entrepreneuriaux. C'est hyper intéressant d'avoir ces mélanges, mais je trouve qu'Alexis, effectivement, s'il était d'accord pour t'accorder un peu de temps, ça serait assez passionnant parce que et puis c'est aussi le partage de ce qu'est la vie d'un commerçant qui a quelques boutiques dans Paris en 2020 et l'expérience client, ça veut dire quoi dans ce contexte-là? Donc je pense que c'est un beau sujet. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Eh ben écoute, merci beaucoup Damien. Je crois qu'on a tout dit. Qu'est-ce que t'en penses? Eh beh, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je sais pas si on a tout dit, mais on a beaucoup dit. J'espère que Oui. voilà, j'espère que ça aura pu aussi apporter un peu d'éclairage, à nos auditeurs, qu'ils auront trouvé quelques chemins de réflexion et puis encore une fois, tout ça, c'est des partages de convictions. Il y a forcément de la subjectivité, Mmh. du vécu, du personnel. Donc moi, ce que j'aime aussi sur ces sujets, c'est en débattre ou en discuter, donc tout simplement. Donc voilà, donc moi, je suis toujours si certains de nos auditeurs veulent interagir ou me contacter suite à ce podcast, et j'en discuterai avec eux avec plaisir. Oui, bah, de toute façon, on mettra tes coordonnées et comment te contacter pour qu'on puisse facilement te trouver et débattre avec toi. Merci Marine. Et voilà les amis, encore merci à Damien pour son temps et cet échange riche sur son parcours. Vous pouvez retrouver Damien Nuytens, Nuytens, sur LinkedIn et sur Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles. Et surtout, faites-le découvrir à vos amis et vos collègues pour qu'ils s'abonnent eux aussi. Le client, c'est toutes les 2 semaines et chez Loop Gage, on a hâte de vous partager de nouveaux épisodes. À très vite et belle journée!